C'est le matin du 8 mai 1880. La maison est celle de Croisset, une propriété posée au bord de la Seine, à quelques kilomètres en aval de Rouen. Ce matin-là, la lumière de mai entre par les hautes fenêtres qui donnent sur le fleuve. Les marronniers du jardin sont en fleurs. La Seine coule, comme elle coule chaque matin, indifférente à tout ce qui se passe sur ses rives. Dans le cabinet de travail du premier étage, les manuscrits sont épars sur la table, des feuillets couverts d'une écriture serrée, raturée, recommencée 100 fois. Un roman est ouvert à la page où il s'est arrêté la veille au soir. Il ne sera jamais terminé. Quand le domestique trouve Gustave Flaubert, il est déjà mort. Une hémorragie cérébrale, soudaine et complète. Il avait 58 ans. Pas de scène de deathbed, pas de dernières paroles rapportées, pas de cercle de proches recueillis. Un homme seul dans son bureau, et puis plus, c'est tout. C'est suffisant. Ce que l'on trouve dans ce cabinet ce matin-là, c'est l'image exacte d'une vie entière. Le bureau encombré, les livres empilés jusqu'aux poutres du plafond, les notes de lecture, les fiches de documentation, les brouillons qui s'accumulent depuis des années, les traces visibles et matérielles d'un labeur dont peu d'écrivains, avant ou après lui, ont approché l'exigence absolue. Sur la table, le manuscrit de Bouvard et Pécuchet, commencé 3 ans plus tôt, inachevé. Il avait dit qu'il lui faudrait lire l'équivalent de 100 volumes pour rédiger chaque chapitre. Il avait lu, il avait rédigé. Et le livre refusait de se terminer comme si la nature même de son sujet, l'impossibilité d'apprendre quoi que ce soit du monde, avait fini par contaminer le projet lui-même. Par la fenêtre, la Seine, toujours la Seine, le fleuve qu'il regardait depuis 30 ans en cherchant ses phrases, en les pesant une à une avant de les écrire, comme un chirurgien qui tient son scalpel au-dessus d'un corps et qui attend que sa main soit parfaitement assurée. Il avait grandi dans une maison d'hôpital. Il avait regardé son père opérer. Il avait appris très tôt que la vérité d'une chose se trouvait dans sa chair, et qu'on ne l'atteignait qu'en regardant s'ensiller, en décrivant ce qui était là plutôt que ce qu'on aurait souhaité trouver. Voici l'histoire de cet homme. L'histoire d'un enfant de Rouen qui a grandi à la frontière exacte entre un jardin et une salle de dissection, qui a appris à regarder le monde avec la précision froide de son père chirurgien, et qui a consacré sa vie entière à faire du roman quelque chose qu'il n'avait jamais été auparavant, un objet construit avec la rigueur d'une science et la beauté d'une architecture, un objet où l'auteur s'efface, où la phrase porte tout le poids du réel, où rien n'est dit qui pourrait être montré, où rien n'est montré qui n'ait été observé, documenté, pesé, retravaillé, jusqu'à ce que le mot et la chose ne fassent plus qu'un. Il est mort avant d'avoir vu tout ce que cela signifiait, avant de voir Henry James construire sur ses fondations, avant Proust, avant Joyce, avant tous ceux qui allaient cesse bâtir le roman du siècle suivant sur le principe qu'il avait inventé seul, dans une maison au bord d'un fleuve normand, en hurlant ses phrases contre les murs pour entendre si les rythmes tenaient. Nous le savons. C'est pourquoi nous commençons par la fin, pour que la vie qui précède soit lue à la lumière de ce qu'elle a rendu possible, pour que le bureau de Croisset, la Seine, le manuscrit inachevé, ne soit pas seulement une mort d'écrivain parmi d'autres, mais le point d'aboutissement d'une des aventures intellectuelles les plus exigeantes et les plus solitaires de la littérature française. Retournons au début. Rouen, 1821. Un enfant va naître dans une maison d'hôpital. Rouen, en 1821, est une ville qui sait ce qu'elle est. Ville de négoce et de cathédrale, posée sur la Seine à une centaine de kilomètres de Paris, assez proche de la capitale pour en recevoir les idées, assez éloignée pour préserver ses propres usages. La Normandie dans laquelle Flaubert va naître est une Normandie encore fermement ancrée dans ses traditions bourgeoises, catholiques, travailleuses. C'est une ville qui croit au sérieux, à la compétence, à la hiérarchie des mérites. Une ville où les ambitions légitimes se construisent méthodiquement et où les fantaisies sont regardées avec la méfiance tranquille de ceux qui ont appris à distinguer ce qui dure de ce qui passe. Achille Cléophas Flaubert est un homme de cette ville, et peut-être l'homme qui en incarne le mieux les valeurs. Chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, le grand hôpital de Rouen, il jouit d'une autorité réelle et d'un respect que rien ne vient entamer. C'est un homme formé à Paris, à l'école de Dupuytren, convaincu que la médecine est une science exacte et que la science exige de regarder les choses telles qu'elles sont, sans complaisance ni sentiment. Il opère avec précision. Il diagnostique avec une clarté que ses pairs reconnaissent et que ses étudiants redoutent légèrement. Il enseigne que la vérité d'un corps se lit dans sa chair,
que la complaisance tue et que le chirurgien qui préfère ce qu'il souhaite trouver à ce qui est là commet une faute dont le patient paie le prix. La famille Flaubert habite dans les bâtiments mêmes de l'hôpital. C'était pratique, efficace, parfaitement ordinaire pour ceux qui y vivaient, et parfaitement extraordinaire pour qui y réfléchit depuis l'extérieur. Les enfants grandissent dans l'enceinte d'un lieu où la souffrance est la matière première du quotidien, où les corps arrivent brisés et repartent guéris ou morts, où la mort n'est pas un événement mais une donnée parmi d'autres de la vie professionnelle du père. Anne-Justine Caroline Fleuriot, la mère, est d'un tempérament différent, plus anxieuse, plus sensible, portée vers les lettres et la musique d'une façon que son mari comprend sans tout à fait partager. Elle aime ses enfants avec une chaleur que le père exprime peu, occupé qu'il est par ses malades, ses étudiants, les exigences d'un poste qui laisse peu de place à la tendresse démonstrative. C'est elle qui lit à voix haute le soir. C'est elle qui maintient dans la maison quelque chose qui ressemble à une vie intérieure. Le 12 décembre 1821, dans ses bâtiments hospitaliers, naît Gustave Flaubert, 4e enfant de la famille. Son frère aîné Achille a 9 ans de plus que lui et se prépare déjà, naturellement, à suivre la voie paternelle. Il deviendra chirurgien comme prévu et prendra la succession de son père à l'Hôtel-Dieu. Les 2 frères ne seront jamais vraiment proches. 9 ans d'écart, 2 tempéraments opposés, 2 destins qui ne se croisent que par obligation familiale. La relation qui comptera le plus dans ces premières années sera celle que Gustave noue avec sa sœur cadette Caroline, sa complice, sa première lectrice, celle qui grimpera le treillis avec lui, et avec Julie, la servante entrée au service de la famille quand Gustave avait 3 ans, qui restera jusqu'à sa propre mort en 1883, survivant à presque tous ceux qu'elle a servis. Julie élève Gustave dans le sens le plus concret du terme. Elle gère les jours, elle assure la continuité d'une maison où le père opère et la mère s'inquiète. Elle est la présence stable, silencieuse, irremplaçable. Celle qu'on ne voit pas parce qu'elle est toujours là, et dont l'absence, si elle se produisait, rendrait soudainement visible tout ce qu'elle faisait. 40 ans plus tard, Flaubert écrira un récit sur une servante nommée Félicité, dont la dévotion tranquille à une famille est rendue sans condescendance et sans sentimentalité. Julie est quelque part dans ce personnage. Elle y est entière, et c'est l'une des formes de gratitude les plus discrètes et les plus durables qu'un écrivain ait jamais trouvé pour quelqu'un qui l'a aimé. Le mur du jardin. Ce que l'enfance forge dans un regard. Il y avait un mur au fond du jardin. De l'autre côté de ce mur se trouvait l'amphithéâtre de dissection, là où le père travaillait. Gustave et sa sœur Caroline pouvaient grimper sur le treillis qui courait le long de ce mur et regarder par-dessus, dans la pièce où les corps étaient ouverts, examinés, décrits. Ils le faisaient. Flaubert l'a écrit plus tard, simplement, sans excès de drama, comme on décrirait une promenade à la campagne. Le soleil entrait par les fenêtres de l'amphithéâtre. Les mêmes mouches qui traversaient le jardin entraient et se posaient sur les corps. Le père levait parfois les yeux de son travail et leur disait de s'en aller. Ils s'en allaient et revenaient. C'était l'enfance à l'Hôtel-Dieu. Que fait à un enfant une telle frontière, cette ligne exacte entre le jardin où on joue et la salle où on ouvre les morts? La souffrance dans cette maison n'est pas abstraite. Elle n'est pas quelque chose que l'on évoque à table et que l'on met de côté avant le dessert. Elle est présente, visible, accessible depuis le treillis, à portée du regard d'un enfant de 10 ans. Flaubert écrira plus tard qu'il avait grandi entouré de toute la misère humaine, séparé d'elle par un seul mur. Il en avait pris, disait-il, l'aspect, la mort et le cynisme. Cela ressemble à une formule d'écrivain qui se construit une biographie. Mais les faits la soutiennent plus qu'ils ne la démentent. Il était un enfant sensible dans une maison où la sensibilité n'était pas particulièrement encouragée. Un enfant qui observait un monde de douleurs catalogué, géré, incisé avec compétence par un homme qui était très bon dans son travail et qui n'avait aucun usage pour les fictions confortables. Quand un malade arrivait à l'Hôtel-Dieu, la tâche du chirurgien était de voir clairement, de couper avec précision, de décrire ce qui était là plutôt que ce qu'on aurait souhaité trouver. La médecine telle que le père la pratiquait était une discipline du réel, une façon d'opposer à la réalité brute du corps une intelligence également brute et également sans concession. Gustave grandissait en regardant cela. Il grandissait en comprenant, sans que personne le lui formule, que la version confortable des choses n'était pas la version utile, que le sentiment n'était pas la même chose que l'exactitude, que regarder sans ciller était une forme de respect,
pour le corps, pour la vérité, pour la réalité de ce qui est. Et quelque chose d'autre se formait en lui, quelque chose de plus difficile à nommer. Il ressentait les choses avec une intensité que le monde autour de lui n'encourageait pas à exprimer directement. Il avait le tempérament d'un homme qui éprouve tout avec violence, dans une maison qui avait appris à traiter les émotions avec la même neutralité clinique que les symptômes. Alors, il faisait ce que font les enfants, qui ne peuvent pas être ce qu'ils sont, il convertissait. L'intensité ne disparaissait pas, elle se transformait. Elle devenait observation. Elle devenait attention aux détails. Elle devenait cette capacité particulière à regarder le monde comme si on en était légèrement séparé, assez près pour tout voir, assez loin pour ne pas être emporté. C'est le regard qui fera Madame Bovary. C'est le regard qui rendra possible le style indirect libre, cette façon d'être à l'intérieur d'une conscience sans s'y dissoudre. Le mur du jardin était aussi le mur entre l'observation et la participation, entre l'art et la vie. Flaubert passera son existence entière à tenir cette frontière, à rester du côté du regard plutôt que du côté de l'action. L'hôpital enseignait l'observation. La famille enseignait la discipline. Les livres, qu'il dévorait déjà avec une voracité inhabituellement concentrée pour son âge, lui donnaient le langage. Et Caroline, qui grimpait le treillis à ses côtés, lui donnait un témoin pour le regard, quelqu'un avec qui partager ce qu'on voit sans avoir à l'expliquer. Il allait la perdre. Il allait perdre presque tout le monde. Mais dans ses premières années à Rouen, les pertes étaient encore devant lui. Ce qui restait, c'était la vue depuis le mur du jardin et la certitude qui grandissait en lui d'année en année. Il était fait pour enregistrer ce qu'il voyait, non pour en faire partie. L'enfant qui regardait les chirurgiens ouvrir des corps humains allait passer le reste de sa vie à ouvrir les âmes humaines avec la même précision froide. Il avait à peine 10 ans quand il a commencé à écrire. Il avait 9 ou 10 ans quand il a écrit ses premières pièces de théâtre. C'est le genre de détail qui paraît charmant jusqu'au moment où l'on réalise qu'il ne s'est jamais vraiment arrêté. Il a simplement échangé, avec les années, le public de la salle de billard contre la France entière, et l'a tenu à la même exigence inflexible. Les pièces venaient d'abord, de courtes scénettes écrites et jouées dans la salle de billard de la maison familiale, avec Caroline et la servante Julie comme acteurs et comme public. Des comédies, pour la plupart, qui puisaient dans ce que Gustave avait lu dans la semaine. Ce qu'il avait lu dans la semaine dépassait déjà ce que la plupart des adultes lisaient en un an. Il aimait l'histoire, aimait le Moyen-Âge, aimait tout ce qui portait assez de distance avec le présent pour paraître vraiment étrange et libre. Le monde concret que son père dirigeait, corps, instruments, diagnostics, résultats, était partout autour de lui, inévitable, réel. L'enfant qui écrivait des pièces dans la salle de billard cherchait quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne pouvait pas peser, mesurer, ouvrir pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Quand il entra au Collège royal de Rouen, la direction dans laquelle il se mouvait déjà trouva un nom et un maître. Son professeur d'histoire s'appelait Adolphe Chéruel. Il venait d'arriver, jeune, et il brûlait d'un enthousiasme pour sa discipline qui était exactement l'opposé de l'enthousiasme performatif. Chéruel n'enseignait pas l'histoire comme une liste de dates à mémoriser sous la contrainte, comme une punition déguisée en éducation. Il l'enseignait comme quelque chose qui était réellement arrivé à des gens réels, dans des lieux réels, avec des odeurs et des couleurs et des enjeux concrets. Cela paraît évident à dire. Cela ne l'était pas, pas de la façon dont il le faisait. Il amenait le Moyen-Âge et la Renaissance dans la salle de classe avec une précision qui les rendait proches, vivants, presque tangibles. Des époques où les gens mangeaient, souffraient, complotaient, croyaient, doutaient, exactement comme des gens réels. Flaubert répondit à cela comme un champ sec répond à la pluie. Il se mit à écrire des récits historiques presque immédiatement, en puisant directement dans les cours de Chéruel, en campant des scènes dans des époques qui lui semblaient à la fois vivides et suffisamment lointaines pour qu'on y respire librement, pour qu'on puisse les voir sans en être prisonnier. C'était déjà le schéma qui allait définir toute sa vie de travail sans qu'il le sache encore. Trouver un monde assez éloigné pour le voir clairement, le documenter jusqu'à ce qu'il devienne réel dans ses moindres textures, puis l'écrire de telle sorte que le lecteur ne puisse pas détourner les yeux. Ce principe, la distance comme condition de la précision, gouvernera Salammbô aussi bien que Madame Bovary, la Carthage punique aussi bien que la province normande. Les sujets changeront, la méthode jamais. En 1837, alors que Flaubert avait 15 ans, un de ses textes parut dans une petite revue littéraire rouennaise, Le Colibri.
Ce n'était pas une publication majeure. Personne en dehors de la ville ne s'en aperçut, mais c'était l'imprimé. Ces mots sur une page qui existait indépendamment de lui, qui pouvait être lu par quelqu'un qui ne le connaissait pas, dans une main qui n'était pas la sienne. Il comprit ce que cela signifiait. Il avait déjà décidé, avec la tranquille certitude de quelqu'un qui n'a jamais sérieusement envisagé une autre option, que l'écriture n'était pas un passe-temps. C'était la chose elle-même. Tout le reste, les études, la carrière, les attentes du monde, étaient distractions. Son père avait d'autres espoirs. Achille Cléophas Flaubert n'était pas insensible aux particularités de son fils cadet, mais il comprenait le monde en termes de ce qu'il exige des gens qui veulent y vivre correctement, et ce qu'il exigeait n'incluait pas de devenir écrivain. Le droit semblait la voie raisonnable. Gustave le comprit. Il comprit aussi, avec la même clarté tranquille, que cela ne changeait rien. L'été 1836, la blessure qui ne cicatrisera jamais. Il y a des blessures qui ne laissent pas de traces visibles. Elles s'installent à l'intérieur d'un homme, et elles y demeurent, intactes, pendant des décennies, non pas comme une douleur qu'on apprend à supporter, non pas comme une cicatrice qui s'efface avec le temps, mais comme une note de musique tenue trop longtemps dans une pièce vide. Elle ne résonne plus, elle n'est plus audible, mais elle continue de vibrer dans les murs, dans les objets, dans tout ce qu'on fait depuis lors sans savoir pourquoi on le fait exactement comme on le fait. L'été 1836 produisit en Flaubert exactement ce genre de blessure. Il avait 14 ans. Sa famille avait voyagé jusqu'à Trouville, station balnéaire de la côte normande, où les Flaubert allaient quand le père avait besoin de repos et la mère d'air marin. Sur la plage, un matin, il vit une femme. Elle s'appelait Elisa Schlesinger. Elle avait 26 ans, 11 ans de plus que lui. Elle était déjà mariée à un éditeur de musique du nom de Maurice Schlesinger. Par tous les témoignages de ceux qui la connurent, elle était extraordinaire à regarder, une de ces présences qui modifient légèrement la qualité de l'air autour d'elle. Flaubert la vit, et quelque chose en lui s'immobilisa. Ce n'était pas le coup de foudre tel que les romans le décrivent, la reconnaissance soudaine d'une âme sœur, la certitude d'un destin. C'était autre chose, plus mystérieux et plus durable, le sentiment que quelque chose d'essentiel venait de se passer, sans qu'on sache encore exactement quoi. Il l'observa de loin pendant des jours. Il ne lui parla pas, ou pas d'une façon qui comptait. Un matin, il ramassa son peignoir de bain qu'elle avait laissé sur le sable, et il le tint dans ses mains. Ce fut là l'étendue de ce qui se passa entre eux cet été-là. C'est-à-dire qu'il ne se passa presque rien du tout. Et cela le consuma pour le restant de sa vie. Ce qui rendit la rencontre avec Elisa si durable, si difficile à mettre de côté, c'était précisément son incomplétude radicale. Il n'y avait pas eu de rejet à surmonter, pas de rupture à expliquer, pas d'échec dont on puisse tirer une leçon. Elle était mariée, aimable et largement inconsciente de l'intensité qui se dirigeait vers elle depuis l'autre bout de la plage. Il était un garçon de 14 ans. Le sentiment n'avait nulle part où aller. Il s'accumula simplement en lui, sans se décharger, sans résolution, comme une note tenue trop longtemps. Il la revit après cet été-là. Les familles avaient des relations communes, et Flaubert croisa Elisa à Paris dans les années qui suivirent. Chaque rencontre renouvelait le sentiment sans le faire progresser nulle part. Il restait jeune, elle restait mariée. Rien ne changeait, sinon la profondeur de l'empreinte qu'elle avait déjà laissée. À 16 ans, il avait écrit « Mémoire d'un fou », un manuscrit qu'il n'avait aucune intention de montrer à quiconque. C'était un récit à peine voilé de la totalité de l'affaire. La plage, la femme, la passion qui n'avait nulle part où aller. La prose était émotionnelle, par endroits excessive, portée par une chaleur que sa maturité allait s'acharner à discipliner jusqu'à l'os. Mais l'impulsion était déjà là, dans toute sa clarté. Quand l'expérience devenait insupportable, il la convertissait en phrases. La souffrance entrait dans le bureau et ressortait transformée en littérature. La blessure restait ouverte. Le texte, lui, était fermé, achevé, posé sur une étagère. Mémoire d'un fou fut le premier exemple d'un schéma qui allait définir toute sa vie littéraire. Et c'est ce schéma, la conversion de l'expérience vécue en matière narrative, la distance maintenue entre ce qu'on ressent et ce qu'on écrit, qui lui permettra de comprendre de l'intérieur ce que c'est que de construire une personne imaginaire autour d'une personne réelle, de prendre une femme sur une plage et d'en faire une cathédrale de sens qu'elle n'a pas consenti à devenir. Emma Bovary fait quelque chose de similaire avec les hommes qu'elle aime. Elle les transforme en personnages de roman. Elle leur demande d'incarner quelque chose qu'ils ne peuvent pas être.
Flaubert sait exactement de quoi il parle. Il le sait depuis Trouville, depuis le peignoir de bain sur le sable. En 1869, il publiera L'éducation sentimentale, le roman de toute une génération. Au centre du livre, une femme mariée que le protagoniste aime en silence à travers les décennies sans jamais franchir la distance qui les sépare. Madame Arnoux s'appelle en réalité Elisa Schlesinger. Flaubert ne cache pas le modèle. Il le transpose avec la précision d'un chirurgien qui déplace un organe d'un corps à un autre. La blessure de 1836 a attendu 30 ans pour trouver sa forme littéraire définitive. Dans les années 1870, Elisa Schlesinger devint veuve. Elle vivait en Allemagne, âgée, retirée du monde. Flaubert avait la cinquantaine, il était célèbre, et il était en train de perdre à peu près tout ce qu'il avait matériellement. Il lui écrivit. Il lui dit enfin quelque chose de ce qu'elle avait été pour lui, de ce qu'un été sur une plage normande avait fait à un garçon de 14 ans. Ce qu'elle répondit, nous ne le savons pas exactement. Ce que nous savons, c'est que le sentiment avait survécu à la jeunesse de l'un et de l'autre, aux décennies, aux romans, aux vies entières construites dans d'autres directions. Il avait, tout simplement, survécu. Alfred Le Poittevin et le pessimisme comme méthode, l'ami philosophe et la clarté du désespoir. Toute formation intellectuelle sérieuse a besoin d'un interlocuteur, non pas un professeur, non pas un modèle à imiter, mais quelqu'un avec qui penser à voix haute. Quelqu'un dont les convictions viennent compléter, nommer, articuler ce qu'on portait déjà en soi, sans avoir encore trouvé les mots pour le dire. Pour Flaubert, cet interlocuteur s'appelait Alfred Le Poittevin. Ils se rencontrent au collège, mais leur amitié se noue vraiment dans les années qui suivent, quand Flaubert a 15 ou 16 ans, et Le Poittevin quelques années de plus, un écart d'âge qui compte à cet âge-là, qui donne à l'aîné une autorité naturelle sans le transformer en maître. Le Poittevin portait son sérieux intellectuel comme une caractéristique physique, quelque chose d'aussi visible et d'aussi constitutif que la couleur de ses yeux. Il était philosophe, dans le sens le plus radical du terme. Non pas un homme qui étudie la philosophie, mais un homme pour qui les questions philosophiques sur la nature de l'existence sont les seules questions qui comptent vraiment. Sa vision du monde était sombre. Il croyait que l'existence humaine était essentiellement futile, que la souffrance était la condition première et non l'exception, que la plupart des hommes passaient leur temps à construire des illusions pour éviter de regarder directement ce qui était vrai. Il n'était pas particulièrement agréable à fréquenter, du moins si on cherchait de la légèreté. Il était exactement ce dont Flaubert avait besoin. Ce que Le Poittevin lui offrait, ce n'était pas du désespoir. C'était une forme de clarté libératrice. Si l'on retire les hypothèses confortables, si l'on regarde l'expérience humaine sans les atténuations habituelles, ce qu'on trouve n'est pas le néant, c'est de la matière dense, précise, irréductible. Tout ce que les gens préfèrent ne pas examiner directement devient, pour l'écrivain qui consent à l'examiner, le sujet le plus honnête qui soit. La souffrance n'est pas un scandale à conjurer, c'est un fait à décrire. La médiocrité humaine n'est pas une honte à cacher, c'est un territoire à cartographier avec soin. Flaubert absorba cela avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait déjà à moitié pensé la chose et qui trouve enfin un cadre pour y suspendre ses convictions éparses. Les deux jeunes hommes parlèrent pendant des heures, des jours, de littérature et de philosophie et du problème de l'existence. Ces conversations laissèrent une trace permanente, non pas comme une influence dont on pourrait mesurer les effets précis, mais comme une trempe, une façon de durcir des convictions qui auraient pu rester molles. Ce qui se formait en Flaubert pendant ces années, c'était un ensemble de certitudes sur ce que l'écriture est censée faire et sur ce qu'elle n'est pas censée faire. Elle n'est pas faite pour consoler, elle n'est pas faite pour instruire ou édifier, elle n'est pas faite pour le plaisir facile du lecteur, ni pour l'expression de soi de l'écrivain dans un sens simple. Elle est faite pour quelque chose de plus dur et de plus exigeant, voir avec exactitude, puis trouver les mots justes pour ce qu'on a vu, continuer jusqu'à ce que ces mots soient vrais, ne jamais s'arrêter avant. Alfred Le Poittevin mourut en 1848, à 32 ans. Flaubert veilla son corps toute une nuit. Il l'a écrit. Il lut du Spinoza pendant les heures de la veille, assis près du corps de son ami. C'était la mort du dernier des compagnons de sa formation, le témoin de tout ce qui s'était construit pendant les années du collège, les conversations du soir, les certitudes progressivement durcies. Après cette nuit-là, Flaubert était seul avec ses convictions. Il lui restait à les mettre à l'épreuve. La partie 1 de cette vie se referme ici. L'enfant du mur du jardin,
le lecteur vorace, l'adolescent brûlé par une femme sur une plage, le jeune homme forgé par un ami philosophe, tous ces visages se superposent dans le même homme qui, à 26 ans, n'a encore rien publié qui compte et qui sait pourtant avec une précision absolue ce qu'il va consacrer sa vie à faire. Il lui faudra encore quelques catastrophes pour y arriver. Paris d'abord. Puis une route normande, une nuit d'hiver et un effondrement qui va tout changer. Paris, en 1841, n'est pas ce que Flaubert espérait. Il n'avait rien espéré de particulier, à vrai dire. Il n'arrivait pas à Paris avec les illusions du provincial romantique, la ville des Lumières, la capitale des arts, le lieu où les destinées se décident. Il arrivait parce que son père l'y envoyait étudier le droit et parce que l'obéissance filiale dans la famille de Flaubert était une valeur que l'on respectait en surface, quelles que soient les réserves que l'on entretenait intérieurement. Les études de droit étaient une torture, non pas parce qu'il était paresseux, il ne l'était pas, il n'était jamais paresseux pour ce qui l'intéressait, et ce qui l'intéressait ne ressemblait en rien au code civil. La mécanique juridique lui semblait exactement opposée à ce que l'intelligence devrait faire. Elle cataloguait, elle classifiait, elle réduisait la complexité du réel à des catégories qui ne la contenaient jamais entièrement. Elle était l'antilittérature, non pas parce qu'elle était ennuyeuse, mais parce qu'elle était fondamentalement menteuse sur la nature des choses. Il assistait aux cours, prenait des notes, se présentait aux examens avec la régularité mécanique de quelqu'un qui honore un contrat qu'il n'a pas signé. Et en parallèle, dans les heures libres, dans les soirées, dans les cafés où personne ne le connaissait, il continuait d'écrire avec la même intensité concentrée qu'à Rouen. Paris n'avait pas changé la direction dans laquelle il allait. Elle l'avait simplement placé dans un décor différent. Mais ce décor lui donnait quelque chose d'inattendu et d'inestimable, la matière. Paris sous la monarchie de Juillet était une ville en pleine transformation, bourgeoise, ambitieuse, pressée, convaincue que la modernité et le progrès allaient hanter dans le même sens, et que ce sens était le bon. Les salons fonctionnaient à plein régime, les journaux proliféraient, les opinions se formaient et se répandaient avec une vitesse qui n'avait pas d'équivalent dans la Rouen tranquille de son enfance. Flaubert observait tout cela avec l'attention du naturaliste qui tombe sur une espèce qu'il n'a encore jamais étudiée, non pas avec admiration, non pas avec mépris, mais avec cette curiosité précise et légèrement détachée qui était sa façon naturelle de regarder le monde. Il voyait la comédie sociale dans toute sa richesse, les ambitions déguisées en vertu, les lâchetés ordinaires habillées en pragmatisme, la médiocrité qui se prenait pour de la mesure, l'arrivisme qui se croyait du mérite. Il prenait des notes mentales sur tout ce qu'il voyait et qu'il ne pouvait pas encore nommer clairement, mais dont il sentait qu'il aurait besoin un jour, d'une façon ou d'une autre. Ces notes alimenteront Madame Bovary, l'éducation sentimentale, et presque tout ce qu'il écrira. Paris lui apprenait quelque chose que le droit ne lui apprendrait jamais. La façon dont les gens se racontent des histoires sur eux-mêmes et la façon dont ces histoires sont toujours légèrement à côté de la vérité. Il se lia d'amitié avec Maxime Ducamp, journaliste, voyageur, homme d'action, son exact opposé en termes de tempérament et d'ambition. Ducamp voulait publier, voyager, participer, être au centre des choses. Flaubert voulait observer et écrire, dans l'ordre. Ils s'entendirent parfaitement, avec la complicité particulière des contraires qui se reconnaissent. Ducamp sera présent à plusieurs tournants décisifs de la vie de Flaubert, notamment lorsqu'il lui dira, quelques années plus tard, de jeter la tentation de Saint-Antoine au feu. La tension entre ce que son père attendait de lui et ce qu'il était en train de devenir ne se résolvait pas. Elle s'accumulait. Le fils obéissait en surface, et de plus en plus mal. En 1843, il échouait à ses examens de droit pour la 2e fois. Son père en fut informé avec la froideur d'un homme habitué à recevoir de mauvaises nouvelles et à décider quoi en faire. Ce qu'il décida, ce fut d'attendre. Gustave retournerait passer ses examens. Il trouverait une façon de s'en sortir. La façon de s'en sortir arriva d'une direction que personne n'attendait, sur une route normande, par une nuit d'hiver. La crise de Pont-l'Évêque, janvier 1844. La catastrophe qui devient une liberté. La nuit du janvier 1844 était froide sur les routes de Normandie. Gustave Flaubert voyageait avec son frère Achille dans une carriole sur la route qui longe la côte entre Rouen et Honfleur. Il rentrait d'un séjour familial, quelque part près de Pont-l'Évêque, alors que les chevaux avançaient dans l'obscurité et que la campagne normande dormait de son sommeil d'hiver de part et d'autre de la route. Quelque chose se produisit dans le cerveau de Gustave Flaubert. Il s'effondra. Ses membres se mirent à trembler. Il perdit connaissance.
Quand il revint à lui, Achille était penché sur lui, le visage dans la lumière de la lanterne de la carriole. Ils rentrèrent à Rouen. Les crises allaient se répéter. Le diagnostic posé par le père, qui était chirurgien, qui savait regarder un corps et dire ce qu'il voyait, était celui d'une affection nerveuse sévère. Le mot épilepsie fut prononcé, bien qu'il reste débattu aujourd'hui dans sa précision. Ce qui était certain, ce qui n'admettait aucune interprétation favorable, c'était que Gustave Flaubert ne pouvait pas mener une vie professionnelle ordinaire. Les exigences d'une carrière au barreau parisien, les audiences, la clientèle, les déplacements, la tension permanente étaient incompatibles avec un état de santé qui pouvait l'abattre à n'importe quel moment. La décision fut prise rapidement, avec l'efficacité d'un père médecin qui connaît la différence entre ce qu'on souhaite et ce que la réalité permet. Gustave rentrerait à Rouen. Les études de droit étaient abandonnées. Il s'installerait à Croisset, la propriété familiale au bord de la Seine, avec sa mère. Il vivrait de ses rentes, modestes mais suffisantes. Il se reposerait. Ce qui ressemble à une catastrophe médicale était aussi, objectivement, une libération. Flaubert n'allait plus avoir à prétendre vouloir devenir avocat. Il n'allait plus avoir à naviguer entre les attentes de son père et sa propre vocation avec la fatigue sournoise de celui qui joue un rôle qu'il n'a pas choisi. La maladie avait tranché ce que le caractère n'avait pas encore osé trancher. Non pas parce que Flaubert manquait de courage, mais parce que la désobéissance filiale, dans ce milieu-là, à cette époque-là, avait un coût social et affectif que même un jeune homme de 22 ans ne pouvait pas tout à fait ignorer. La nature avait décidé à sa place. Il pouvait maintenant s'asseoir à un bureau et écrire, pour de bon, pour toujours. Ce qui frappe, dans les documents de cette période, c'est l'absence de plainte. Flaubert note les crises dans ses écrits avec la même froideur clinique qu'il mettra plus tard à noter dans son journal de voyage qu'il a contracté la syphilis à Beyrouth. Ce sont des faits du corps, aussi réels que les dissections qu'il observait depuis le mur du jardin de l'Hôtel-Dieu, aussi neutres dans leur nature que n'importe quel autre fait du monde. On les enregistre. On continue. Son père mourut en janvier 1846, 2 ans après la crise de Pont-l'Évêque. L'homme qui avait tout structuré dans cette famille, dont le regard et l'autorité avaient donné sa forme à l'enfance de Gustave, disparut après une courte maladie. Quelques semaines plus tard, sa sœur Caroline mourait à son tour des suites de son accouchement. 2 deuils en 9 semaines. Mais cela, c'est le chapitre suivant. Ce qu'il faut retenir de janvier 1844, c'est ceci. Une carriole sur une route normande, une nuit froide, un homme qui tombe, et de cette chute, presque miraculeusement, une vie qui trouve enfin sa forme. La maison, le fleuve, le bureau, une vie organisée autour d'une table. Croisset n'est pas simplement l'endroit où Flaubert habite. C'est l'architecture même de sa vie, la condition matérielle et spatiale qui rend possible tout ce qu'il va accomplir. Sans Croisset, sans cette maison particulière dans ce lieu particulier, avec cette fenêtre particulière sur ce fleuve particulier, il n'est pas certain que l'œuvre de Flaubert aurait été exactement ce qu'elle est. Les lieux pensent avec nous, ou plutôt ils nous permettent de penser. Ils nous donnent le silence, l'horizon, la répétition des mêmes gestes dans le même espace, qui sont les conditions de la concentration profonde. La maison est une propriété au bord de la Seine, à quelques kilomètres en aval de Rouen, dans un méandre du fleuve qui s'appelle Croisset. Les Flaubert l'avaient achetée alors que Gustave était encore enfant. C'est là qu'il s'installe après la crise de Pont-l'Évêque, avec sa mère et plus tard avec la petite Caroline, la fille de sa sœur morte qu'il va élever. La maison a un jardin qui descend jusqu'à la berge. Il y a une terrasse depuis laquelle on voit le fleuve passer. Et au premier étage, il y a le bureau. Le bureau est le centre du monde. C'est là que Flaubert passe la majeure partie de sa vie éveillée. Ses journées obéissent à un rythme qui ne varie presque jamais pendant 30 ans. Il se lève tard, il lit l'après-midi, il écrit en soirée, et souvent jusqu'à l'aube, il dort peu. Avant d'écrire, il lit, des heures parfois, pour se mettre dans un certain état d'attention, pour aiguiser sa propre langue au contact de celle des autres. Puis il écrit. Puis il relit ce qu'il a écrit à voix haute. Le gueuloir, c'est la pratique la plus caractéristique de sa méthode, et la plus étrange à imaginer. Flaubert crie ses phrases à pleine voix dans son cabinet de travail. Il hurle littéralement ses propres textes contre les murs pour entendre si les rythmes tiennent, si les sonorités s'accordent au sens, si quelque chose sonne faux, trop mou, trop dur, trop rapide, trop lent. La prose, pour lui, est d'abord une affaire musicale. Une phrase mal rythmée est une phrase fausse, même si les mots en sont corrects.
Une phrase bien rythmée porte son sens dans sa musique. Le lecteur le sent avant de le comprendre. Ce que ce retrait du monde coûte, les lettres le disent clairement. L'isolement est réel, parfois pesant. Des semaines entières sans voir personne en dehors de sa mère, de Julie, des domestiques. La vie à Croisset est une vie monastique, sans la foi qui donnerait à ce monachisme un sens transcendant, mais avec la même discipline, la même répétition des mêmes gestes, la même réduction de l'existence aux seules choses qui comptent vraiment. Ce que ce retrait rend possible est tout aussi réel, une concentration que peu d'écrivains de son époque pouvaient s'autoriser. Pendant que Balzac s'épuisait à produire vite et beaucoup pour rembourser des dettes qui ne se remboursaient jamais, pendant que les feuilletonistes de Paris noircissaient des pages à la cadence de l'usine, Flaubert écrivait lentement, obstinément, avec une exigence qui n'admettait aucun compromis. Une semaine pour une page parfois, une nuit entière pour un paragraphe. Ce n'était pas de la lenteur par incapacité, c'était de la lenteur par principe, la conviction que chaque phrase méritait tout le temps qu'il lui fallait pour devenir ce qu'elle devait être. Et par la fenêtre du bureau, la Seine, toujours la Seine. Le fleuve qu'il regardait en cherchant ses phrases, cette eau qui passait sous ses yeux depuis 30 ans dans son mouvement perpétuel et indifférent. Il y avait quelque chose dans ce spectacle qui l'aidait, la permanence du mouvement, la façon dont l'eau ne s'arrête jamais mais ne se précipite pas non plus, son refus de tout éclat comme de toute immobilité. La Seine ne posait pas de questions, elle coulait, c'était suffisant. Flaubert dira plus tard qu'il avait mené une vie âpre, silencieuse, dépouillée de toutes les joies extérieures et que sa seule récompense avait été de n'avoir pas trop à rougir de son travail. C'est la formulation la plus juste qu'il ait jamais donnée de ce qu'était Croisset. Non pas un paradis, non pas un refuge, une condition, la condition nécessaire à ce qu'il avait décidé de faire de sa vie. Il y a des années qui castent quelque chose dans un homme, non pas des années de catastrophes spectaculaires, de ruines visibles, de scandales publics, mais des années silencieuses où les pertes s'accumulent avec la régularité froide d'un compte qu'on débite sans qu'on vous ait demandé votre accord. 1846 fut cette année pour Flaubert. En l'espace de 9 semaines, il perdit les 2 personnes qui avaient le plus compté dans son enfance et sa formation. Son père mourut en janvier, Achille Cléophas Flaubert, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen, le pivot autour duquel toute la vie familiale s'était organisée depuis l'enfance de Gustave, disparut après une courte maladie. L'homme qui avait tout structuré, la maison, les attentes, la façon de regarder le monde, n'était plus là. Ce que cela représentait pour Gustave n'était pas simple à démêler. Ce n'était pas la libération. Elle avait déjà eu lieu avec la crise de Pont-l'Évêque, avec l'abandon des études de droit. C'était autre chose, une solitude nouvelle, plus profonde. Le sentiment que le monde avait perdu quelque chose de ferme et de certain, même si ce quelque chose avait parfois été pesant. Sa sœur Caroline mourut 9 semaines plus tard, en mars 1846, des suites de son accouchement. Elle avait 21 ans. Caroline était la complice de l'enfance, celle qui grimpait le treillis avec lui pour regarder les dissections à travers le mur du jardin, celle pour qui il avait écrit ses premières pièces de théâtre dans la salle de billard. La première lectrice, le premier public, la première personne au monde à qui le regard de Gustave Flaubert avait semblé naturel plutôt qu'excessif. Sa mort n'était pas du même ordre que celle du père. La mort du père était la perte d'un monde. La mort de Caroline était la perte d'une part de lui-même. Il recueillit la fille de Caroline, la petite Caroline Amar, nouveau-née qui venait de coûter la vie à sa mère. Cet enfant allait devenir sa nièce adoptive, la Caroline de sa vie adulte, celle à laquelle il consacrerait des décennies d'affection et, dans ses dernières années, la quasi-totalité de ses ressources financières. C'est pour elle qu'il se ruinera. C'est pour elle qu'il vendra ce qu'il possède. L'amour qu'il n'avait pas su donner à des femmes dans une relation ordinaire, il le donnait à cet enfant, simplement, sans attente de retour. Alfred le Poitevin mourut 2 ans plus tard, en 1848, à 32 ans. Flaubert veilla son corps toute une nuit, assis dans la pièce avec le mort, lisant du Spinoza dans le silence. Le dernier des compagnons de sa formation avait disparu. Les témoins de ce qu'il avait été avant d'être l'écrivain qu'il allait devenir s'étaient tus les uns après les autres. Il ne restait plus personne qu'il avait connu enfant, qui avait grimpé le treillis avec lui, qui avait eu les mêmes conversations dans les mêmes pièces. La manière dont Flaubert portait le deuil était à son image, sans effondrement visible, sans démonstration publique, sans la mise en scène de la souffrance que le siècle romantique dans lequel il vivait aurait légitimé et même encouragé. Il continuait d'écrire, il continuait de lire, mais ses lettres de cette période laissent voir, en filigrane,
quelque chose qui n'y était pas avant, une conception de l'existence dans laquelle la perte est la condition normale et non l'exception, dans laquelle les êtres chers disparaissent avec la même régularité que les saisons changent, et dans laquelle la seule réponse sensée est de continuer à travailler. Ce que ces deuils successifs consolidèrent en lui, c'était une conviction déjà présente mais maintenant vérifiée par l'expérience. L'attachement au monde extérieur, aux personnes, aux lieux, aux configurations affectives, est une source de souffrance que l'on peut réduire mais jamais éliminer. Chaque être qu'on aime est une prise que la mort peut saisir. La seule façon de ne pas être entièrement à la merci de ces saisies, c'était de tenir quelque chose à l'abri, quelque chose que la mort ne pouvait pas atteindre parce que cela n'était pas dans le monde, mais dans les livres. L'art, lui, ne mourait pas. C'était une leçon d'une froideur absolue et d'un réconfort relatif. Mais c'était la seule leçon que Flaubert était constitutionnellement capable de tirer des années, 1846 à 1848. Il la tira et il reprit sa plume. Il y a des relations qui sont impossibles dès le début et qui durent 9 ans précisément parce qu'elles sont impossibles. Louise Collet et Gustave Flaubert se rencontrent à Paris en juillet 1846, quelques mois après la mort de Caroline. Elle est poétesse, belle, reconnue dans les cercles littéraires parisiens, couronnée par l'Académie française, habituée à être regardée et aimée. Elle a 35 ans, il en a 24. La liaison commence presque immédiatement, avec la rapidité des attachements qui se forment dans le vide laissé par un deuil. La géographie de la relation en détermine la forme dès le premier jour. Flaubert est à Croisset, Louise est à Paris. Ils se voient rarement, quelques jours par-ci, quelques jours par-là, avec des intervalles qui s'allongent à mesure que les années passent et que les arguments s'accumulent. Ce qui les relie, c'est une correspondance, des lettres, des centaines de lettres. Du côté de Flaubert, 280, et une que nous connaissons, parmi les documents les plus importants que la littérature française ait produits sur la nature du travail littéraire, car les lettres à Louise Collet ne sont pas des lettres d'amour au sens ordinaire du terme. Elles sont cela aussi, par moments. Il y a de la tendresse, du désir, du souvenir physique, mais elles sont surtout des lettres d'un écrivain qui pense à voix haute devant quelqu'un en qui il a suffisamment confiance pour dire ce qu'il pense vraiment. Et ce qu'il pense vraiment, c'est une théorie de la littérature qui se construit lettre après lettre, contradiction après contradiction, avec la précision progressive d'un homme qui affûte une lame sur une pierre. Le désaccord central entre eux est esthétique avant d'être personnel, ce qui ne l'empêche pas d'être également personnel et également destructeur. Louise Collet croit que la littérature exprime le moi, qu'elle naît du sentiment et qu'elle s'adresse au sentiment, qu'un livre qui ne porte pas la chaleur de celui qui l'a écrit est un livre mort. Flaubert croit l'exact opposé. Le moi doit être effacé. La personnalité de l'écrivain n'a aucune place dans l'œuvre. Le roman est un objet construit avec la rigueur d'une architecture. Chaque pierre a sa place, chaque joint calculé, l'ensemble tenant debout sans que le nom de l'architecte ait besoin d'y figurer. Lettre après lettre, il lui explique cela. Il est patient, il est insistant, il est convaincant, et il ne change pas d'un pouce. Elle ne change pas non plus. Ils sont tous les deux constitutionnellement incapables d'adopter la position de l'autre, parce que leurs positions ne sont pas des opinions mais des façons d'être. Ce que Louise voulait, c'était sa présence, une vraie présence, une vie commune, quelque chose qui ressemble à l'amour tel que les romans le représentent. Il lui donnait des lettres admirables sur le rythme de la prose et les vertus de l'impersonnalité narrative. Il ne venait pas à Paris quand elle le demandait. Il ne répondait pas à ses lettres avec la régularité qu'elle aurait souhaité. Sur au moins une occasion, elle arriva à Croisset sans prévenir. Il lui dit, avec la politesse inflexible de quelqu'un qui défend son territoire, qu'il travaillait. Les 9 années de la relation, de 1846 à 1855, avec des ruptures et des réconciliations, ressemblent à un long argument sur ce qu'est l'amour et ce qu'est l'art, mené par 2 personnes qui n'arrivent jamais à un accord et qui ne peuvent pas non plus se résoudre à se séparer définitivement, jusqu'au moment où ils le peuvent. La rupture définitive arrive en 1855. Flaubert est au milieu de Madame Bovary depuis 4 ans. Il a besoin d'un silence que la relation, avec ses exigences affectives, ses réclamations, ses interruptions, ne lui permet plus d'avoir. Ce n'est pas une décision cruelle. C'est une décision de survie créatrice, prise par un homme qui a compris depuis longtemps qu'il ne peut pas diviser son attention entre l'œuvre et une vie affective ordinaire sans trahir l'une et l'autre. Louise fut furieuse
ce qui était légitime. Flaubert fut soulagé, ce qui était honnête. Et les 280 et une lettre restèrent, témoignage d'une relation qui avait produit, à défaut de bonheur pour ces deux protagonistes, l'un des plus extraordinaires documents sur l'expérience de l'écriture que la littérature française ait conservé. Le dénouement le plus flaubertien qui soit, la correspondance survivant aux sentiments qu'elle était censée exprimer, la tentation de Saint-Antoine et le verdict des amis. Septembre 1849, 4 jours de lecture et un verdict sans appel. Il avait travaillé dessus pendant 18 mois. Le sujet le hantait depuis 1838, depuis le jour où, à Gênes lors d'un voyage en Italie avec sa famille, il avait vu dans un musée un tableau de Bruegel représentant les tentations de Saint-Antoine. Quelque chose s'était allumé en lui à ce moment-là. Antoine dans le désert, assailli par des visions, des démons, par la totalité chaotique et hallucinée des croyances humaines. C'était exactement le genre de sujet qui correspondait à la partie de Flaubert que les sujets normands et contemporains ne pouvaient pas satisfaire. Le Moyen-Âge, l'excès, le grotesque, le philosophique rendu spectaculaire, tout ce qu'il aimait depuis l'enfance, condensé dans une seule figure, dans un seul désert. Il avait écrit 18 mois de travail. Il était convaincu d'avoir produit quelque chose d'extraordinaire. En septembre 1849, il réunit ses 2 amis les plus proches, Maxime Ducamp et Louis Bouilhet, et leur fit une proposition qui ressemblait à une exigence. Il allait leur lire l'intégralité du manuscrit à voix haute. Ils n'interviendraient pas pendant la lecture. Ils écouteraient. Et quand il aurait terminé, ils lui diraient ce qu'ils en pensaient. La lecture dura 4 jours. Flaubert lisait avec tout ce qu'il avait. La voix, le corps, l'intensité de quelqu'un qui a versé des mois dans un travail et qui attend le verdict avec une confiance qui cherche à masquer l'inquiétude. Ducamp et Bouilhet écoutèrent. Ils respectèrent la règle du silence. Et quand Flaubert s'arrêta enfin, après 4 jours, ils lui dirent ce qu'ils pensaient. Ils lui dirent de jeter le manuscrit au feu. Non pas que le travail fût sans valeur, non pas que l'intention fût mauvaise, mais le sujet était faux, l'approche était fausse, et la prose, cette prose que Flaubert avait écrite avec tout l'enthousiasme de ses instincts les plus naturels, était exactement ce qu'elle ne devait pas être. Excessive, auto-indulgente, pleine de la personnalité de l'auteur dans ce qu'elle avait de moins discipliné. Flaubert était au mieux quand il s'imposait des contraintes, quand le sujet lui résistait, quand la réalité du monde observable venait freiner le galop de son imagination. Saint-Antoine l'avait emmené aussi loin de la réalité observable qu'il pouvait aller. Et il avait décroché. Il n'avait pas tort, il le savait. Savoir qu'ils avaient raison ne rendait pas la chose plus facile à recevoir. L'écart entre ce qu'il avait espéré entendre et ce qu'il avait entendu était abyssal. Mais il était constitutionnellement incapable de se mentir sur la qualité de son propre travail quand quelqu'un de compétent lui en donnait une lecture honnête. Il absorba le verdict. Bouilhet, dans la conversation qui suivit, suggéra autre chose. Il y avait une histoire normande, l'affaire de Lamarre, un officier de santé médiocre, ancien étudiant du père de Flaubert, une femme insatisfaite, des aventures romanesques, des dettes, une mort, la province normande dans toute sa banalité concrète. Exactement l'opposé de Saint-Antoine. Flaubert résista. Ce sujet lui semblait petit, laid, sans grandeur. Bouilhet lui dit que c'était précisément pour cela qu'il fallait l'écrire. La discussion ne fut pas tranchée ce soir-là, mais quelque chose avait changé dans la compréhension que Flaubert avait de lui-même, quelque chose de douloureux et de nécessaire. Il avait compris que son instinct naturel pour l'excès et le grandiose était précisément ce qu'il devait discipliner, que la grandeur d'un livre ne résidait pas dans la grandeur de son sujet, que le travail véritable, le travail qu'il était capable de faire, le travail que personne d'autre ne ferait exactement comme lui, consistait à prendre un sujet quelconque et à l'élever par la seule force d'un style absolument juste. 2 mois plus tard, Flaubert partait pour l'Orient avec Ducamp. Il partait brisé et ouvert, ce qui est peut-être la meilleure façon de partir quand on est sur le point de tout recommencer. Ils partirent en novembre 1849, moins de 2 mois après le verdict sur Saint-Antoine. C'était Maxime Ducamp qui avait organisé le voyage. Il avait obtenu une commission officielle du gouvernement français pour photographier les sites archéologiques du Proche-Orient. Il invita Flaubert. Le timing était soit fortuit, soit providentiel, probablement les deux. Flaubert partait brisé créativement, avec la certitude que quelque chose dans sa façon de travailler devait changer.
sans savoir encore exactement ce que ce changement exigerait. Il partait ouvert à tout, ce qui n'était pas son état naturel. Ils arrivèrent en Égypte par la mer, Alexandrie, puis le Caire. Et là, quelque chose se produisit en Flaubert qu'il n'avait pas prévu, la stupeur. Il avait imaginé l'Orient depuis l'enfance, depuis ses lectures de jeunesse, depuis les cours d'histoire de Chéruel au Collège royal de Rouen. Il avait construit dans son imagination des paysages de l'Antiquité avec une précision qu'il croyait suffisante. Des décors vivides, peuplés, cohérents. Ce qu'il trouva en Égypte était différent de ce qu'il avait imaginé, de façon qui comptait. Le Sphinx était plus petit qu'il ne pensait. Le Nil était plus vaste. Les pyramides étaient exactement comme dans les livres, et pourtant entièrement différentes, parce que les livres ne pouvaient pas donner l'odeur du désert au lever du soleil, ni la façon dont la lumière tombe sur le calcaire à midi, ni le bruit particulier du Caire qui monte jusqu'à la terrasse des hôtels le soir. Ce type de détail précis et irréductible, celui qu'aucune bibliothèque ne pouvait fournir, était exactement ce qu'il était venu chercher sans le savoir. Il le nota dans ses carnets avec la même attention froide et totale qu'il apportait à tout. La qualité de la lumière sur l'eau, l'odeur des marchés du Caire, la texture de la pierre antique sous les doigts, les visages des danseurs dans les cafés. Il construisait une bibliothèque de sensations qui n'avait pas encore de destination claire, mais dont il sentait instinctivement qu'elle aurait une destination. Au Liban, à Beyrouth, il contracta la syphilis. Il le nota dans son journal avec sa froideur caractéristique. C'était un fait, parmi les autres faits du voyage. Le traitement de l'époque était le mercure, qui traitait les symptômes immédiats et créait ses propres dommages à long terme. Il continua de voyager. Constantinople les retint 5 semaines. Flaubert errait dans la ville avec la même intensité légèrement détachée qu'il avait pratiquée depuis l'enfance, depuis la fenêtre sur l'amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu. Il visita une mosquée, observa la vie de rue, remplit des carnets. L'échelle du monde islamique, la profonde différence de ses structures organisationnelles par rapport à tout ce qu'il connaissait. Tout cela élargissait quelque chose dans sa compréhension de ce que la vie humaine pouvait ressembler, vue de l'extérieur, vue depuis un point de vue radicalement autre que celui de la bourgeoisie normande du XIXe siècle. La Grèce vint en dernier. Il se tint devant l'acropole et attendit le grand frisson romantique, la révélation, l'élévation, le sentiment d'être en présence de quelque chose de transcendant. Ce qu'il trouva était autre chose et, à sa manière, plus intéressant, quelque chose de plus dérangeant, la présence d'une civilisation entière dans ses ruines, pleinement là et entièrement révolue à la fois, dans un silence qui ne demandait rien. Il rentra à Croisset en juin 1851, après 20 mois d'absence. Il rapportait des carnets pleins, des sensations archivées, une façon de voir encore plus affûtée, et une méfiance définitive envers l'imagination non vérifiée par le réel. Il rapportait aussi, quelque part dans les carnets, les premières traces de ce qui deviendrait Salammbô, 10 ans plus tard, quand il aurait besoin d'une Carthage qu'il ne pourrait pas visiter et qu'il aurait appris à reconstruire depuis les documents. Mais d'abord, il y avait quelque chose d'autre à écrire, quelque chose que Louis Bouilhet lui avait suggéré, quelque chose de normand, de contemporain, de médiocre en apparence. Il résistait encore, il n'allait pas résister longtemps. Retourner à Croisset après 20 mois d'Orient, c'était retourner au bureau. La maison était la même, la scène était la même. Le jardin qui descendait vers la berge, les marronniers, la fenêtre du premier étage. Tout était comme au départ, immuable avec la tranquillité des choses qui n'ont pas besoin de changer pour exister. Flaubert posa ses carnets de voyage sur l'étagère. Il s'assit à sa table et se trouva face à la question qui se pose à chaque écrivain au terme d'un grand déplacement. Maintenant quoi? L'impasse était réelle. Le voyage l'avait transformé. Il le savait, sans pouvoir encore mesurer exactement comment. Il avait vu des choses qui n'avaient pensé pas de place dans Saint-Antoine, ce manuscrit condamné qui dormait dans un tiroir. Il avait accumulé des sensations qui n'avaient pas encore de forme, et le verdict de ses amis résonnait encore. Arrêter les sujets grandioses, écrire sur la vie réelle, sur des gens qui existent. Louis Bouilhet revint à la charge avec l'affaire Delamarre. Eugène Delamarre avait été officier de santé en Normandie, un médecin de campagne, ancien élève du père de Flaubert à l'Hôtel-Dieu, homme médiocre et sans éclat. Sa femme, Delphine, avait mené une existence d'insatisfaction romantique et de dépenses ruineuses, cherchant dans des aventures sentimentales
et dans l'accumulation d'objets ce que la vie réelle ne lui donnait pas. Elle était morte dans des circonstances qui ressemblaient à un suicide, la médiocrité provinciale dans toute sa netteté, le quotidien normand dans ce qu'il avait de plus terne et de plus universel. Flaubert résistait. Ce sujet lui semblait non seulement petit, mais désespérément familier. Il connaissait cette Normandie de l'intérieur, il en était issu, il n'avait pas traversé la Méditerranée pour revenir écrire sur les mœurs de la province française. Il y avait dans cette résistance quelque chose de compréhensible et quelque chose de faux. Quelque chose de faux, parce que la grandeur d'un sujet n'a jamais dépendu de son éloignement géographique ou historique. La question n'était pas le sujet, la question était ce qu'on en faisait. C'est ce que Bouillet lui dit, avec l'insistance d'un ami qui comprend mieux que vous ce dont vous avez besoin. C'est précisément parce que le sujet lui semblait insuffisant qu'il devait l'écrire. La difficulté serait de faire quelque chose de grand avec quelque chose de petit. C'était la seule difficulté qui méritait d'être tentée. En septembre 1851, Flaubert nota dans son journal qu'il commençait Madame Bovary. La date est connue. Ce qui est moins connu, c'est l'état d'esprit dans lequel il entrait dans ce travail, une résignation mêlée de défi, l'acceptation d'une contrainte qu'il avait d'abord rejetée, la conviction croissante que cette contrainte allait lui permettre d'aller là où le sujet grandiose ne l'aurait jamais conduit. Ce choix, prendre un sujet qu'il jugeait insuffisant et décider de le traiter avec une exigence absolue, posait le principe central de sa révolution littéraire. La grandeur n'est pas dans le sujet, elle est dans le traitement. Ce principe semble évident à dire. Il est révolutionnaire à appliquer. Et Flaubert allait passer les 5 années suivantes à en mesurer les implications, phrase par phrase, page par page, nuit après nuit dans le bureau de Croisset. Emma Bovary attendait d'être écrite. Il ne savait pas encore qu'elle l'attendait lui en particulier, que personne d'autre n'aurait pu l'écrire exactement comme il allait le faire. Il allait le comprendre en l'écrivant. Comment il travaille, le gueuloir, le mot juste et la semaine pour une page. Pour comprendre Madame Bovary, il faut d'abord comprendre comment Flaubert travaille. Non pas ce qu'il écrit, le sujet, les personnages, l'intrigue. Mais comment, concrètement, physiquement, il s'y prend pour mettre des mots sur une page. Parce que chez Flaubert, la méthode n'est pas séparable de l'œuvre. Elle en est la condition, la cause, et en un sens, le sujet véritable. Ce qu'il a compris sur la prose, il l'a compris en la faisant, et la façon dont il l'a fait porte directement sur ce qu'elle devient. Commençons par le gueuloir. Flaubert lit ses phrases puis à voix haute, pas doucement, pas à mi-voix, à pleine voix, en hurlant parfois, dans son bureau de Croisset à des heures où tous les autres dorment. Il hurle ses propres textes contre les murs pour entendre si les rythmes tiennent, si les sonorités s'accordent au sens, si quelque chose cloche. Trop mou dans les consonnes, trop rapide dans le mouvement, une syllabe de trop qui alourdit la chute d'une phrase. Ce n'est pas une excentricité de tempérament, c'est une méthode fondée sur une conviction. La prose est d'abord une affaire musicale. Avant d'être une affaire de sens, elle est une affaire de son. Une phrase qui sonne faux est une phrase fausse, même si les mots en sont corrects. Une phrase juste porte son sens dans sa musique. Le lecteur le ressent avant de le comprendre, et ce ressenti prépare la compréhension. Ensuite, le mot juste. Le concept central de sa poétique est le plus mal compris. Le mot juste n'est pas un mot beau. Il n'est pas non plus un mot techniquement précis au sens du dictionnaire. C'est le mot unique, parmi tous les mots possibles dans une phrase donnée, dont le son et le sens sont devenus indissociables, au point qu'aucun autre ne pourrait les remplacer sans que quelque chose se perde. Ce n'est pas une question de synonymes. Les synonymes n'existent pas vraiment. Chaque mot porte une charge sonore et sémantique légèrement différente, et c'est cette différence légère qui fait toute la différence. Le mot juste n'est pas trouvé dans le dictionnaire. Il est cherché, traqué, approché par dizaines de variantes successives, jusqu'à ce qu'il cède et se montre. Les brouillons de Madame Bovary le prouvent avec une clarté qui ferait pâlir quiconque croit encore que le talent est une forme de grâce spontanée. On en conserve des milliers de pages. Une seule phrase peut traverser 20, 30, 50 variantes avant d'atteindre sa forme définitive. Et la forme définitive est souvent tellement simple, tellement évidente rétrospectivement, qu'on a du mal à croire qu'elle ait demandé autant de travail. C'est précisément là qu'est l'art, dans cette transparence finale, dans cette phrase qui semble naturelle parce qu'elle est parfaite, et qui est parfaite parce qu'on a effacé toutes les traces du travail qu'elle a demandé.
une semaine pour une page, parfois. C'est le rythme réel de composition de Madame Bovary, documenté par les lettres à Louise Collet, qui servent de journal de bord involontaire. Ce que cela signifie concrètement, 7 nuits à circuire autour d'un même paragraphe, à en essayer toutes les versions possibles, à rejeter celle-ci parce que le rythme est trop haché, celle-là parce qu'un adjectif de trop alourdit la fin de la phrase, une autre parce que la transition avec ce qui précède ne se fait pas naturellement. Mais la conviction la plus profonde de Flaubert, celle qui sous-tend toutes les autres, est d'ordre moral autant qu'esthétique. Le style n'est pas un ornement qu'on ajoute à une pensée déjà formée. C'est une structure. Écrire avec exactitude, c'est penser avec exactitude. Une phrase approximative est une pensée approximative. Et une pensée approximative est une forme de mensonge. Légère, peut-être, mais réelle. La précision du langage est une question d'honnêteté intellectuelle avant d'être une question de beauté. Et enfin, la suppression de l'auteur. La personnalité de l'écrivain ne doit pas se voir dans l'œuvre. L'auteur doit être partout présent dans la construction, dans chaque décision de syntaxe, dans chaque choix de mots, dans l'architecture entière du récit, et nulle part visible dans le résultat. Comme Dieu dans sa création, présent dans chaque détail, invisible dans l'ensemble. Le lecteur ne doit pas sentir Flaubert derrière Emma Bovary. Il doit sentir Emma Bovary. Voilà la méthode. Voilà ce que signifie entrer dans le bureau de Croisset avec l'intention d'y passer 5 ans. Flaubert avait choisi Emma Bovary pour illustrer l'illusion romantique. C'était l'idée initiale, telle qu'il l'avait acceptée de Bouillet, une femme qui confond sa vie avec les romans qu'elle a lus, qui se détruit en courant après une existence qu'elle a inventée, dont la tragédie tient entièrement à l'écart entre ce qu'elle espère et ce que le monde peut lui donner. Un sujet moral, presque démonstratif. La leçon semblait claire avant même que le premier mot fût écrit. Ce qui se passa pendant les 5 années de composition, de septembre 1851 à avril 1856, était tout autre chose. Les lettres à Louise Collet de cette période sont un document unique dans l'histoire de la littérature, le journal de bord involontaire d'une œuvre en train de se faire, semaine après semaine, dans toute la difficulté et la confusion de la création réelle. Et ce que ces lettres révèlent, c'est que Flaubert ne prit jamais vis-à-vis d'Emma la distance froide du chirurgien qu'il voulait être. Il l'habita, pas comme un acteur habite un personnage, de l'extérieur par imitation, mais comme on habite un rêve, de l'intérieur, sans avoir tout à fait choisi d'y entrer. Madame Bovary, c'est moi. La phrase est célèbre. Elle a été mal comprise. Elle ne signifie pas qu'Emma est un autoportrait de Flaubert. Les différences entre eux sont évidentes et nombreuses. Elle signifie quelque chose de plus précis et de plus troublant. Le goût d'Emma pour l'absolu, son incapacité constitutionnelle à se satisfaire du réel, son besoin viscéral de quelque chose de plus grand que ce que la vie ordinaire peut offrir. Tout cela, Flaubert le reconnaissait en lui-même avec une précision douloureuse. Il n'écrivait pas contre Emma, il écrivait depuis elle, depuis le point de vue de quelqu'un qui comprend de l'intérieur ce que c'est que de vouloir une vie qui n'existe que dans les livres. Cela explique ce qui est le plus extraordinaire dans le roman, que Flaubert réussisse simultanément à montrer l'illusion d'Emma, avec une clarté impitoyable, et à la rendre profondément sympathique. Non pas au sens sentimental du terme, mais dans le sens où le lecteur comprend Emma de l'intérieur, ressent ses désirs comme s'ils étaient les siens, même en voyant très clairement où ils vont la mener. Autour d'Emma, les autres personnages se construisirent avec la même précision. Charles Bovary, l'époux, ni méchant, ni cruel, simplement insuffisant, d'une médiocrité si totale qu'elle en devient presque une vertu. Rodolphe, Léon, les amants qui ne sont pas ce qu'Emma croit qu'ils sont, et qui ne pourraient pas l'être même s'ils le voulaient. Et Homais, le pharmacien, l'une des grandes créations comiques de la littérature française, incarnation du scientisme bourgeois satisfait de lui-même, du progrès compris comme une religion de la médiocrité heureuse. La scène de l'agonie d'Emma, l'empoisonnement à l'arsenic, long et précis et sans pitié, est l'une des plus exigeantes du roman. Flaubert documenta les symptômes de l'intoxication à l'arsenic, avec la rigueur d'un médecin. Il était le fils de son père jusqu'au bout. La vérité du corps devait être décrite telle qu'elle était, sans atténuation sentimentale, sans la miséricorde narrative qui aurait permis à Emma de mourir proprement. Elle mourait comme meurent les gens qui s'empoisonnent à l'arsenic. Le lecteur devait le savoir. En octobre 1856, le roman commença à paraître en feuilleton dans la Revue de Paris. Les premiers lecteurs découvrirent Emma Bovary. Et presque immédiatement,
quelqu'un au parquet impérial décida que cela ne pouvait pas se terminer comme ça. L'invention technique qui a changé le roman. Il faut s'arrêter un moment sur ce que Flaubert a inventé. Non pas ce qu'il a écrit, ses romans, ses personnages, ses histoires, mais ce qu'il a découvert dans la façon même de raconter. Parce que la contribution de Flaubert à la littérature mondiale n'est pas seulement une question de qualité ou d'exigence. Elle est une question de technique, une découverte formelle qui a changé les règles du jeu pour tous les romanciers qui ont écrit après lui, qu'ils le sachent ou non. Cette découverte s'appelle le style indirect libre. Avant Flaubert, le roman fonctionnait selon un principe simple et relativement stable. Il y avait le narrateur d'un côté, les personnages de l'autre, et la ligne entre les deux était clairement tracée. Quand le narrateur voulait rendre ce que pensait un personnage, il le disait explicitement. Il pensa que, elle se dit que, ou il citait directement le discours intérieur entre guillemets. La conscience du personnage était un territoire que le narrateur visitait depuis l'extérieur, en signalant chaque fois qu'il y entrait. Ce que Flaubert fait dans Madame Bovary est différent. Ils font la voix du narrateur et la voix du personnage sans les distinguer grammaticalement, sans les signaler par des guillemets ou des verbes de pensée. Le lecteur se trouve à l'intérieur de la conscience d'Emma sans que le narrateur ait disparu. Les deux voix coexistent dans la même phrase, l'une qui observe, l'autre qui ressent. Et il est parfois impossible de dire exactement où finit l'une et où commence l'autre. Prenons une phrase simple, du genre de celle que Flaubert écrit. « Pourquoi, mon Dieu, s'était-elle mariée ? À qui appartient cette question ? » C'est Emma qui la pose. Elle est dans sa conscience, dans son désespoir. Mais ce n'est pas un discours direct entre guillemets. Et le narrateur n'a pas dit « Elle se demandait pourquoi elle s'était mariée ». La voix du narrateur et la voix d'Emma se sont fondues l'une dans l'autre. Le lecteur est dans la conscience d'Emma, sans que le narrateur soit sorti du récit pour l'y amener. Pourquoi est-ce révolutionnaire ? Parce qu'avant Flaubert, le narrateur de roman était toujours une présence, une instance morale, une voix qui commente, qui juge, qui explique. Même quand il était discret, il était là, avec son point de vue, ses certitudes, sa façon d'orienter le regard du lecteur. Avec le style indirect libre, le narrateur s'efface sans disparaître. Il n'explique pas ce que pense Emma, il le montre de l'intérieur sans l'étiqueter. Le lecteur est seul avec la conscience du personnage, sans filet interprétatif. C'est la concrétisation technique de la conviction philosophique de Flaubert. L'auteur ne doit pas s'interposer entre le lecteur et le monde du roman. Si on croit vraiment à cette conviction, il faut une technique narrative qui la rende possible. Une technique qui permette de rendre la conscience d'un personnage de l'intérieur sans que l'auteur ait à intervenir pour expliquer ce qui se passe. Henry James lut Flaubert et construisit sur lui. Proust absorba la méthode jusqu'à l'os et en fit quelque chose d'entièrement différent et d'entièrement dépendant. Joyce poussa la narration impersonnelle jusqu'à des limites que Flaubert n'avait pas envisagées. Kafka, dans une autre langue et un autre univers mental, écrivit des récits où la voix narrative et la conscience du personnage sont fondues avec la même indistinction, mais pour produire un effet de cauchemar que Flaubert n'aurait pas reconnu comme sien, tout en reconnaissant le principe. Aucun d'eux n'imitait Flaubert. Il construisait sur une fondation qu'il avait posée, parfois sans le savoir, parfois en le sachant très bien. C'est cela, la vie normale d'une invention littéraire. Elle se propage, elle mute, elle devient méconnaissable, et pourtant elle reste identifiable à ceux qui savent où regarder. Janvier 1857, l'État français contre Madame Bovary. Le roman parut en feuilleton dans la Revue de Paris à partir d'octobre 1856. Les directeurs de la revue avaient demandé à Flaubert d'effectuer quelques coupures, des passages qui leur semblaient susceptibles d'attirer l'attention des autorités dans le contexte moral conservateur du Second Empire. Flaubert avait refusé certaines coupures et en avait accepté d'autres avec la mauvaise grâce caractéristique de quelqu'un qui comprend les contraintes du monde sans en être moins agacé. La publication se fit quand même, avec les compromis habituels. En décembre 1856, le parquet impérial décida de poursuivre le roman, son auteur, l'éditeur et le directeur de la revue pour offense à la morale publique et religieuse. L'audience eut lieu en janvier 1857 devant le tribunal correctionnel de Paris. L'avocat impérial, Ernest Pinard, homme de loi compétent et lecteur médiocre, cita des passages du roman à l'appui de son réquisitoire. Les scènes de séduction entre Emma et Rodolphe,
la fameuse scène du fiacre qui ne décrivait rien d'explicite mais dont le sous-entendu était transparent, le traitement de la religion, les extrêmes onctions administrées à une femme adultère, la mort sans rédemption. Pinard argumenta que le livre glorifiait l'adultère et traitait la religion avec une irrévérence inacceptable. Il n'avait pas entièrement tort sur les faits, il ratait entièrement le livre. La défense fut assurée par Marie-Antoine Jules Sénard, à qui Flaubert, par gratitude, dédiera le roman dans son édition en volume. Sénard joua le jeu de la morale avec une habileté consommée. Madame Bovary était précisément un livre moral, argumenta-t-il, puisqu'il montrait les conséquences dévastatrices de l'illusion romantique. Emma péchait. Emma était punie. Le livre condamnait ce qu'il représentait. La forme était peut-être audacieuse, mais le fond était irréprochable. C'était un argument de défense habile et partiellement faux. Flaubert n'avait pas écrit un roman moral au sens édifiant du terme. Il n'avait pas écrit contre Emma. Mais Sénard n'était pas là pour expliquer Flaubert à des magistrats. Il était là pour les empêcher de le condamner. Le tribunal acquitta Flaubert tout en lui adressant une réprimande formelle pour le réalisme vulgaire de certaines peintures. C'était une victoire judiciaire et un jugement littéraire nul. La formulation du tribunal montrait qu'il avait aussi peu compris le livre que le procureur. Mais le procès fit quelque chose que Flaubert n'avait pas prévu. Il rendit Madame Bovary célèbre avant même sa publication en volume. En avril 1857, quand le roman parut chez Michel Lévy, tout Paris l'attendait. Il se vendit immédiatement, massivement. Flaubert, qui avait vécu jusqu'alors dans un isolement quasi complet à Croisset, devint du jour au lendemain une figure littéraire centrale. Le nom qu'on cite, l'écrivain dont on parle dans les salons. Cette même année 1857, Baudelaire était condamné pour Les Fleurs du Mal. 2 procès, 2 œuvres majeures de la littérature française, un même État qui ne savait pas encore ce qu'il était en train de juger, ni que les livres qu'il condamnait ou réprimandait étaient précisément ceux qui définiraient le siècle. Personne ne l'attendait là. Après Madame Bovary, roman du réel, de la province normande, de la contemporanéité la plus proche, tout le monde supposait que Flaubert continuerait dans cette direction. Le réalisme venait d'être couronné, contesté, acquitté, célébré. Il avait trouvé sa formule, disait-on. Il allait maintenant l'exploiter. Il choisit Carthage au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La guerre des mercenaires, le soulèvement des soldats étrangers contre la cité punique après la première guerre contre Rome. Un monde entièrement disparu, connu seulement par des sources fragmentaires, une civilisation dont même les ruines avaient été presque effacées. Le sujet le plus éloigné de la province normande qu'on puisse imaginer. Ce choix n'était pas une contradiction, il était une continuité, la même continuité qui courait depuis les pièces de théâtre de la salle de billard jusqu'à Madame Bovary, depuis les cours de Chéruel au collège jusqu'au voyage en Orient. Flaubert avait toujours alterné entre le monde proche et le monde lointain, entre la contemporanéité et l'histoire. Ce qui changeait avec Salammbô, c'était la méthode. Désormais, il apportait à la reconstitution historique la même rigueur documentaire qu'il avait appliquée à la Normandie contemporaine. La préparation fut colossale. Flaubert passa 2 ans à lire tout ce qui existait sur Carthage, la civilisation punique, les guerres romano-carthaginoises. Les sources antiques, Polybe, Diodore de Sicile, Appien, furent tous lus, annotés, retournés dans tous les sens. Il effectua un voyage en Tunisie en 1858 pour voir les ruines de l'antique Carthage, pour sentir la lumière de l'Afrique du Nord, pour comprendre la topographie du site. Rien ne serait inventé qui pourrait être documenté. La même rigueur que pour Bovary, appliquée à un monde entièrement disparu. La composition dura 5 ans, de 1857 à 1862. La même lenteur, la même exigence. Mais le matériau était différent, et la différence était libératrice d'une façon que Flaubert n'avait pas anticipée. Dans Madame Bovary, la contrainte venait de l'extérieur, le sujet normand qui lui résistait, la médiocrité qu'il devait transfigurer sans l'atténuer. Dans Salammbô, la contrainte était dans les documents eux-mêmes, ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas, la frontière entre la reconstitution légitime et l'invention arbitraire. Le roman parut en novembre 1862 et fut immédiatement un succès commercial. Plus grand encore que Bovary. Mais la réception critique fut plus nuancée. On attendait un autre Bovary. On trouvait Carthage, une Carthage précise, violente, étrange, radicalement distante de toute expérience contemporaine du lecteur. Sainte-Beuve écrivit un compte-rendu considérable,
à la fois admiratif et perplexe. D'autres critiques reprochèrent au roman son hermétisme, son érudition ostentatoire, sa froideur. Ce que Salammbô révèle de Flaubert, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de lui. Il ne se répète pas. Chaque livre est une surprise. Chaque livre obéit au même principe de travail, la rigueur documentaire, le style indirect libre, l'effacement de l'auteur, le mot juste, mais les applique à un monde radicalement différent du précédent. Il ne cherche pas à capitaliser sur un succès. Il cherche à résoudre un problème nouveau. Et le problème change chaque fois. Il avait 40 ans. Il entrait dans les salons parisiens avec la réputation d'un homme dont on ne savait pas exactement ce qu'il allait faire ensuite. C'était exactement la réputation qu'il méritait. Il avait 40 ans, il était célèbre, et il détestait une bonne partie de ce que la célébrité impliquait. Les salons parisiens le réclamaient, les dîners littéraires le voulaient à leur table. Les jeunes écrivains cherchaient à l'approcher. Flaubert y alla, parce qu'il avait besoin de la stimulation des échanges malgré tout, parce que Croisset pouvait devenir une prison aussi bien qu'un refuge, et parce que sa nature sociable, dissimulée sous le reclus de façade, avait besoin d'occasions de s'exprimer à pleine voix. Les dîners Magny étaient le lieu central de cette vie littéraire parisienne. Réunion mensuelle qui se tenait dans un restaurant de la rue Contrescarpe depuis 1862, il rassemblait ce que Paris comptait de plus sérieux en matière d'écriture et d'intelligence. Sainte-Beuve, les frères Goncourt, Tourgueniev, Zola, Renan, Taine. Des hommes qui pensaient à leur époque, qui essayaient de comprendre où allaient la littérature et les idées, et qui n'étaient pas toujours d'accord sur la direction. Flaubert y était une présence incontournable, la voix la plus forte, les opinions les plus tranchées, le rire le plus sonore dans la salle. Les Goncourt le notaient dans leur journal avec une précision qui n'était pas sans malice. La corpulence croissante, la moustache de gendarme normand, la façon dont il occupait physiquement l'espace autour de lui, les opinions distribuées comme des verdicts dont on n'attendait pas l'appel. Sa relation avec Tourgueniev mérite qu'on s'y arrête. L'écrivain russe, qui vivait à Paris une bonne partie de l'année, proche de Pauline Viardot, était peut-être le seul homme que Flaubert reconnaissait pleinement comme son égal. Leurs échanges sur la forme romanesque, sur ce que le roman pouvait et ne pouvait pas faire, sur la question du point de vue et de la conscience narrative, étaient parmi les conversations littéraires les plus riches de l'époque. Deux romanciers de premier ordre qui se comprenaient assez bien pour se contredire sans se blesser. Avec Zola, la relation était plus complexe. Zola admirait Flaubert et s'en réclamait, mais le naturalisme qu'il était en train de construire était différent de ce que Flaubert pratiquait, plus systématique, plus théorique, plus soucieux de démonstration sociale. Flaubert appréciait Zola sans tout à fait le suivre. La filiation était réelle et imparfaite, comme toutes les vraies filiations. Ses opinions sur la vie littéraire contemporaine étaient violentes et détaillées. Il méprisait le roman à thèse, la littérature au service d'une cause, l'art qui se croit obligé de rendre un service à la société pour se justifier d'exister. Il méprisait la critique qui jugeait un livre sur ses intentions morales plutôt que sur sa construction. Il méprisait surtout la vitesse, la production industrielle de livres, l'abondance sans exigence, les feuilletonistes qui noircissaient des pages à la cadence de l'usine et appelaient ça de la littérature. La plupart de ses contemporains écrivaient trop et trop vite. Ils le disaient directement, sans ménagement. Ils le savaient. Certains en étaient agacés. D'autres le respectaient d'autant plus pour cette intransigeance. Chaque automne, Flaubert rentrait à Croisset avec soulagement. Paris lui avait donné ce dont il avait besoin, la stimulation, les échanges, le sentiment d'appartenir à un monde qui comptait. Et il lui avait coûté ce qu'il coûtait toujours, du temps, de l'énergie, de la concentration. La balance était à peu près juste. Le bureau l'attendait. L'amitié la plus profonde. Deux visions du monde, une affection réelle. Il y a des amitiés qui se forment entre des gens qui ne sont d'accord sur presque rien. Non pas des amitiés de politesse où les désaccords sont soigneusement évités pour préserver la paix, mais des amitiés véritables, nourries précisément par la tension entre deux façons de voir, deux façons d'être, deux convictions incompatibles qui se respectent mutuellement, assez pour se dire en face ce qu'elles sont. L'amitié entre Flaubert et George Sand était de cette nature. C'était la plus profonde de sa vie adulte et l'une des plus belles correspondances du XIXe siècle. Ils se fréquentent dans les cercles parisiens à partir du milieu des années 1860. Elle a une vingtaine d'années de plus que lui. Elle est déjà une légende, romancière extraordinairement prolifique, militante des causes de son siècle, figure tutélaire d'une certaine idée de la littérature engagée dans le monde.
Il est célèbre mais reclus, reconnu mais difficile d'accès. Quelque chose s'établit entre eux rapidement, une confiance qui dépasse la politesse littéraire, une affection qui n'a pas besoin de partager les mêmes convictions pour exister. Les oppositions de tempérament entre eux sont totales. Sand est optimiste, romanesque, convaincu que la littérature peut et doit améliorer le monde, engagé dans le socialisme, dans les droits des femmes, dans la réforme sociale. Flaubert est pessimiste, reclus, convaincu que la littérature n'a rien à faire avec les causes et que l'engagement politique d'un écrivain trahit l'œuvre en la mettant au service d'autre chose qu'elle-même. Ils ne sont d'accord sur presque rien de fondamental. Ils s'aiment profondément. La correspondance entre eux, des centaines de lettres échangées entre 1866 et la mort de Sand en 1876, est un dialogue sur l'existence plus que sur la littérature. Il y a la littérature, bien sûr, le désaccord central sur ce qu'un roman doit faire, si l'art doit consoler ou simplement montrer, si l'auteur a des responsabilités envers son lecteur ou seulement envers son œuvre. Mais il y a aussi le vieillissement, la solitude, la perte des proches, la question de ce qui reste quand on a vécu longtemps. Elle l'appelle « mon vieux troubadour ». Il l'appelle « cher maître », le masculin délibéré, la déférence sincère. Sand lui reprochait la froideur de son art. Elle voulait de la chaleur dans les livres, de l'espoir, de la compassion, quelque chose qui permette au lecteur de se relever après la lecture. Flaubert lui répondait que la chaleur sans rigueur n'est pas de la littérature, c'est de la rhétorique. Qu'un roman qui console est un roman qui ment, et qu'il préférait l'honnêteté au mensonge réconfortant même quand il était seul dans un bureau froid en Normandie, à écrire des choses que la plupart des gens trouvaient difficiles. Elle comprenait l'argument. Elle ne le partageait pas. Il continuait de s'écrire. Elle vint le voir à Croisset. Elle observa sa vie monastique, le bureau, les manuscrits, la routine inflexible, la scène par la fenêtre. Elle comprit quelque chose de l'homme que les lettres ne lui avaient pas entièrement donné. Elle nota tout avec la tendresse d'une observatrice qui aime ce qu'elle voit, même quand elle n'approuve pas tout. Sand mourut en juin 1876. Flaubert assista à l'enterrement. Il pleura, vraiment, profondément, sans la réserve habituelle qui l'opposait aux démonstrations affectives publiques. La plupart des gens qu'il avait vraiment connus commençaient à mourir. Le monde se réduisait, et il restait là, dans sa maison au bord de la Seine, avec ses manuscrits et ses certitudes, de plus en plus seul avec ce qu'il avait choisi d'être. 7 ans de travail pour un livre que personne ne comprit vraiment à sa publication. Flaubert commença « L'éducation sentimentale » en 1864. Il avait un projet précis en tête, plus précis, plus ambitieux, plus délibérément difficile que tout ce qu'il avait fait avant. Il voulait écrire le roman de sa génération, celle qui avait eu 20 ans sous la monarchie de Juillet, qui avait traversé la révolution de 1848 et le coup d'État de 1851, qui avait vu ses illusions politiques et romantiques s'effondrer l'une après l'autre avec la régularité d'une saison qui change. Une génération qui avait voulu et qui n'avait pas pu, ou qui avait pu et n'avait pas voulu, et qui s'était retrouvée au milieu de sa vie avec des rêves intacts et une existence qui ne leur ressemblait pas. Frédéric Moreau est le protagoniste. Jeune homme de province monté à Paris, sans talent particulier, sans volonté réelle, dérivant à travers les événements historiques et les attachements sentimentaux, sans jamais vraiment choisir ni agir. Il observe plus qu'il ne participe. Il aime sans décider d'aimer. Il rate des occasions sans décider de les rater. C'est un anti-héros au sens le plus radical. Un personnage dont la médiocrité n'est pas un défaut narratif à surmonter, mais le sujet même du roman. Au centre de sa vie, Madame Arnoux, la femme mariée qu'il aime en silence à travers les décennies, à travers les événements, les autres femmes, les ruptures et les reprises, sans jamais franchir la distance qui les sépare. Le lien avec Elisa Schlesinger est transparent pour qui connaît la vie de Flaubert. 30 ans après la plage de Trouville, après le peignoir de bain ramassé sur le sable, il était encore en train de chercher la forme juste pour cette expérience fondatrice, l'amour qui n'aboutit pas, la passion qui se nourrit de son propre inachèvement, le désir qui survit précisément parce qu'il n'a jamais été satisfait. La structure du roman est aussi révolutionnaire que sa psychologie. Il couvre 20 ans, de 1840 à 1867, et intègre les événements historiques de 1848 non pas comme décor, mais comme révélateur. Les journées de juin, le siège de l'Assemblée nationale, les barricades dans les rues de Paris, tout cela traverse le roman, et les personnages le traversent
sans vraiment le comprendre. Ils sont dans l'histoire comme on est dans une tempête. Ils savent qu'il se passe quelque chose, mais pas exactement quoi, et encore moins ce que ça signifie. Le roman parut en novembre 1869 et tomba à plat. Les critiques cherchèrent le drame, la progression dramatique, l'arc narratif satisfaisant, la morale, tous les éléments que le roman du XIXe siècle était censé fournir. Ils trouvèrent une chronique froide et vaste d'une génération qui n'avait pas su vouloir, servie dans une prose d'une précision absolue et d'une beauté froide. Flaubert fut blessé, plus qu'il ne le montrait, plus qu'il ne l'admettait dans ses lettres publiques. La reconnaissance vint plus tard, comme elle venait toujours pour les livres qui avaient raison trop tôt. Au XXe siècle, l'éducation sentimentale fut progressivement compris comme peut-être le roman le plus moderne de Flaubert. Celui qui invente le roman sans héros, le roman de la passivité et de la durée, le roman qui refuse tout arc narratif satisfaisant parce que la vie n'en a pas. Proust le relut attentivement. Sartre lui consacra une étude monumentale. Ce roman qui avait échoué à sa publication était devenu, avec le temps, le livre dont le XXe siècle avait le plus besoin pour se comprendre. La défaite, l'occupation et la fin d'un monde. La guerre arriva comme arrivent les catastrophes que tout le monde voyait venir et que personne n'avait su empêcher. Flaubert n'était pas naïf sur les nations. Il n'avait jamais eu beaucoup d'illusions sur la capacité des hommes à choisir la sagesse quand l'orgueil collectif leur offrait une alternative. Il voyait venir la confrontation franco-prussienne avec la lucidité sombre de quelqu'un qui a passé sa vie à observer les mécanismes de la bêtise humaine à l'œuvre dans les situations les plus diverses. Les lettres de l'été 1870 montrent un homme qui constate plus qu'il ne s'étonne. Ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation. La défaite de Sedan en septembre 1870 fut quand même un choc. En quelques semaines, l'Empire s'effondrait, Napoléon III capturé, le régime renversé, la République proclamée dans la précipitation de la catastrophe militaire. Le monde politique et social dans lequel Flaubert avait vécu toute sa vie adulte disparaissait avec la rapidité des choses qui semblaient permanentes, jusqu'au moment où elles ne l'étaient pas plus. Des soldats prussiens furent cantonnés à Croisset. Flaubert rangea ses manuscrits. Il regarda les soldats s'installer dans sa maison, dans son bureau, dans ses pièces, parmi ses livres. Des hommes en uniforme dormèrent dans la pièce où Madame Bovary avait été composée, phrase par phrase, nuit après nuit, pendant 5 ans. Ils déplaçaient des choses. Ils occupaient l'espace avec la désinvolture de ceux qui n'ont aucune raison de se soucier de ce que représente un bureau pour l'homme qui y travaille. Il observa cela avec la même attention froide qu'il apportait à tout. Il le nota. Il continua. Ce que la guerre lui révélait sur ses contemporains dépassait ce qu'il avait cru possible. Une bêtise collective d'une ampleur qu'il avait diagnostiquée en théorie dans ses romans, mais qu'il voyait maintenant à l'œuvre à l'échelle d'un pays entier. La correspondance de cette période est parmi ses écrits les plus noirs. Pas de la rhétorique patriotique, de la constatation. Les hommes font cela, les nations font cela. C'est ainsi, c'était ainsi avant, et ce sera ainsi après. La Commune de Paris, au printemps 1871, ajouta une couche à la catastrophe. L'insurrection, puis l'écrasement par le gouvernement de Versailles, les dizaines de milliers de morts de la Semaine sanglante. Flaubert n'était pas communard, il n'était l'homme d'aucune cause, mais il observa l'écrasement avec un dégoût également réparti entre ceux qui avaient pour déclencher les violences et ceux qui les réprimaient. L'histoire se répétait dans ses formes les plus laides, avec les mêmes acteurs interchangeables dans les mêmes rôles. Ce que la guerre changea concrètement dans sa vie, au-delà de l'horreur des événements. Plusieurs amis moururent dans les années qui suivirent. Le monde des dîners Magny, ce petit territoire d'intelligence partagée qu'ils avaient construit ensemble depuis 1862, se disloqua. La sensation croissante d'être le survivant d'une époque révolue s'installa en lui, insidieuse et permanente. Le monde qu'il connaissait disparaissait plus vite qu'il ne pouvait l'enregistrer. Il avait 49 ans. Il retourna à son bureau. Il y avait l'éducation sentimentale qui venait de paraître dans l'indifférence relative. Il y avait d'autres livres à écrire, il continua. La ruine de Flaubert n'a pas la grandeur des ruines romantiques. Ce n'est pas la ruine du joueur qui a tout misé et tout perdu dans un geste de défi. Ce n'est pas la ruine de l'artiste qui a sacrifié sa fortune à son art. C'est une ruine plus discrète, plus ordinaire dans sa mécanique, et pour cela plus humiliante peut-être. La ruine d'un homme qui a fait confiance à quelqu'un qu'il aimait, et qui s'est trouvé au bout de cette confiance devant une facture qu'il n'avait pas contractée. Ernest Comenville était le mari de sa nièce Caroline,
la fille de la Caroline morte en 1846, l'enfant qu'il avait recueilli et élevé avec une affection qui n'avait pas de condition. Comenville dirigeait une entreprise de négoce de bois en Scandinavie. Dans les années 1870, l'entreprise accumula les dettes avec une efficacité remarquable. Comenville était incompétent dans la gestion, peut-être malhonnête, les deux probablement. La faillite approchait. Flaubert prit la décision qui était conforme à tout ce qu'il était. Il sacrifia presque tout ce qu'il possédait pour sauver Caroline de la ruine et de l'humiliation sociale. Il liquida ses biens. La propriété de Croisset n'était plus à lui. Elle était hypothéquée, grevée de dettes, maintenue en vie artificielle par des arrangements qui ne tiendraient pas éternellement. Ses revenus, ce qui en restait, étaient absorbés par les dettes de Comenville. À 53 ans, célèbre dans toute l'Europe, traduit dans plusieurs langues, reconnu comme l'un des écrivains les plus importants de son siècle, Gustave Flaubert était pauvre. Ce que cela signifiait concrètement, il ne pouvait plus chauffer correctement la maison en hiver. Il réduisait ses dépenses avec une discrétion stoïque qui n'était pas de la fierté mal placée, mais du refus de se plaindre publiquement de ce qui lui semblait être sa responsabilité. Il n'avait pas été contraint de sauver Caroline, il avait choisi de le faire. Le choix engageait ses conséquences. Ses amis, Tourguenieff, Zola, d'autres, s'organisèrent discrètement pour lui obtenir un poste honorifique à la bibliothèque Mazarine, qui lui assurerait une petite rente. La démarche fut menée avec tout le tact possible. Flaubert l'accepta avec tout le mauvais gré d'un homme qui comprend qu'il n'a pas le choix et qui n'en est pas moins profondément gêné d'être dans cette position. Ce que cette ruine révèle de lui, ce qu'elle permet de voir que la gloire et l'intransigeance publique masquaient, c'est une générosité sans spectacle. L'amour qu'il portait à sa nièce Caroline n'avait pas de condition. Il avait sacrifié son indépendance matérielle, la seule chose qui lui avait permis d'être l'écrivain qu'il était, l'indépendance qui l'avait libéré de l'obligation de produire vite et beaucoup, pour qu'une femme ne souffre pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une forme de générosité que son personnage public, bourru et intransigeant, ne laissait pas toujours entrevoir. Pendant ces années de ruine progressive, il continua d'écrire. Les 3 contes se préparaient. Bouvard et Pécuchet commençaient à prendre forme dans les carnets. La pauvreté ne ralentissait pas la phrase. Elle la rendait peut-être plus grave, plus consciente de ce qu'il restait à faire avant que le temps manque. Mais elle ne l'arrêtait pas. En 1875, Flaubert s'arrêta sur Bouvard et Pécuchet. Non pas pour toujours, le roman gigantesque et inachevable l'attendrait, mais pour respirer, pour finir quelque chose, pour se prouver à lui-même qu'il en était encore capable. Il écrivit 3 récits courts. Il les publia en 1877 sous le titre « 3 contes ». Ce recueil est, pour beaucoup, le sommet de son art, l'endroit où tout ce qu'il avait appris en 30 ans de travail se concentre dans l'espace restreint de la nouvelle, sans aucun endroit où se cacher, sans aucune longueur pour amortir les erreurs. Le premier conte s'appelle « Un cœur simple ». C'est l'histoire de Félicité, servante normande dont la vie entière est consacrée à une famille qui ne la voit pas vraiment, qui la traite avec la bienveillance distraite réservée aux choses utiles et discrètes. Félicité aime sans mesure et sans attente de retour. Elle perd tout ce qu'elle aime successivement, avec la régularité des pertes que la vie impose aux gens qui ont trop à perdre. À la fin, sa dévotion s'attache à un perroquet empaillé qu'elle finit par confondre avec le Saint-Esprit au moment de mourir. C'est le récit le plus doux que Flaubert ait jamais écrit. C'est aussi, à sa façon silencieuse, le plus dévastateur. Et quelque part dans Félicité, il y a Julie, la servante de l'enfance de Croisset, la femme qu'il avait élevée dans le sens concret du terme, qui avait géré les jours de sa famille pendant 50 ans et qui mourait l'année suivante, en 1883, survivant à presque tous ceux qu'elle avait servis. Flaubert lui rendait, dans ce personnage, une forme d'immortalité qu'elle n'avait pas demandée et qu'elle méritait. Le deuxième conte s'appelle « La légende de Saint-Julien l'Hospitalier ». Il puise dans un vitrail de la cathédrale de Rouen, la ville de l'enfance, toujours présente, et construit un récit médiéval de violence, de rédemption et de grâce. Le retour aux obsessions de jeunesse, au Moyen-Âge, à la violence et au sacré, mais traité avec la maîtrise d'un homme de 55 ans qui n'a plus besoin de surcharger ni d'expliquer. Chaque détail porte son propre poids. Le troisième est Hérodias, la décapitation de Jean-Baptiste vue depuis la cour d'Hérode Antipas. La même rigueur documentaire que pour Salammbô, appliquée au monde judéo-romain du 1er siècle. La même fascination pour les civilisations éloignées et leurs logiques internes,
pour ce que c'est que de penser depuis un autre système de valeurs que le sien. Ce que les trois contes partagent, c'est une économie de moyens que les grands romans ne permettaient pas. Dans un roman de 500 pages, une phrase approximative se noie dans la masse. On la sent à peine. Dans un récit de 40 pages, chaque phrase porte tout le poids du récit. Il n'y a nulle part où cacher l'approximation, nulle longueur pour compenser une faiblesse locale. La brièveté était la forme d'exigence maximale. Les trois contes furent bien reçus, mieux que l'éducation sentimentale, moins spectaculairement que Madame Bovary. Ils s'imposèrent progressivement dans les décennies qui suivirent, comme l'un des recueils les plus parfaits de la prose française. Flaubert les mit de côté et retourna à Bouvard et Pécuchet. Il lui restait 3 ans. Le dernier grand projet de Flaubert était aussi le plus impossible. 2 copistes parisiens, Bouvard et Pécuchet, héritent d'une fortune et décident de se retirer à la campagne pour se consacrer à la connaissance universelle. Ils essaient successivement l'agriculture, la chimie, la géologie, l'anatomie, l'archéologie, la littérature, la philosophie, la politique, la religion, la pédagogie. Et ils échouent tout, méthodiquement, exhaustivement, avec une régularité qui ne doit rien au hasard. Chaque discipline leur résiste pour les mêmes raisons. La réalité est plus complexe que les livres qui la décrivent, les experts se contredisent, les méthodes valables dans un contexte ne fonctionnent pas dans un autre. Et les 2 hommes sont constitutionnellement incapables de la humilité qui permettrait d'apprendre à partir de l'échec. Ce n'est pas la satire de la stupidité vulgaire, c'est quelque chose de plus précis et de plus inquiétant, la satire de la bêtise instruite, de la bêtise qui se croit sérieuse, de la bêtise qui lit des livres et en tire des conclusions légèrement à côté de ce que les livres voulaient dire. La préparation fut colossale. Pour écrire chaque chapitre, Flaubert lisait l'équivalent de 100 volumes sur le sujet traité, les manuels d'agriculture de l'époque, les traités de chimie, les ouvrages de géologie, les encyclopédies de philosophie. Des milliers de pages annotées, des centaines de fiches, des années de documentation avant de pouvoir écrire une seule ligne du roman. Le projet devait également s'appuyer sur un second volume constitué uniquement de citations, le Sottisier, une anthologie de la bêtise humaine collectée dans les livres sérieux de toutes les disciplines, les erreurs des savants, les certitudes des experts qui s'étaient révélées fausses, les vérités définitives qui n'avaient pas duré. Ce que ce projet dit de Flaubert à la fin de sa vie, c'est quelque chose d'une lucidité totale sur la condition humaine. Il avait 60 ans approchant, il était ruiné, ses amis mouraient les uns après les autres, et il choisissait d'écrire un roman sur l'impossibilité d'apprendre quoi que ce soit du monde. Ce n'était pas du désespoir, le désespoir abandonne. C'était quelque chose de plus complexe. La lucidité maintenue, l'intelligence appliquée à son propre objet avec une rigueur qui ne cherchait plus à conclure. Il avançait chapitre par chapitre, avec la même obstination qu'il avait toujours mise dans son travail. Mais le projet était sans fond. Chaque sujet qu'abordaient Bouvard et Pécuchet ouvrait sur une littérature entière qu'il fallait lire avant d'écrire. Il lisait, il fichait, il rédigeait, il recommençait. La boucle était potentiellement infinie, et c'était peut-être la blague la plus profonde que Flaubert se faisait à lui-même. Écrire un roman sur l'impossibilité de finir quoi que ce soit et ne pas réussir à le finir. Il avait une fin en tête, les 2 copistes, ayant échoué à tout, retournaient à leur métier de copiste et recommençaient à recopier tout ce qu'ils avaient lu, l'intégralité de la bêtise humaine, recopiée à la main, indéfiniment. Geste absurde et total. Mais la route pour y arriver était encore longue quand le matin du 8 mai 1880 arriva. Il y a un argument que Flaubert aurait rejeté avec toute la fureur de son perfectionnisme, selon lequel Bouvard et Pécuchet est plus grand inachevé que terminé, que l'interruption est la forme juste d'un roman sur l'impossibilité de conclure. Ce n'est pas ce qu'il voulait. C'est peut-être ce qu'il a fait malgré lui, et c'est peut-être la dernière chose que le roman lui a apprise, qu'on ne contrôle pas entièrement ce qu'on crée. Dans les 3 dernières années de sa vie, Flaubert était devenu quelque chose qu'il n'avait pas demandé à être. Il était devenu un monument, non pas au sens d'une statue, il était trop vivant, trop bruyant, trop présent pour être confondu avec une statue, mais dans le sens d'une chose qui dure alors que tout change autour d'elle, d'un point de référence fixe dans un paysage qui s'est transformé. Le monde littéraire dans lequel il avait trouvé sa place avait changé. De nouveaux écrivains, de nouvelles directions, de nouvelles façons de comprendre ce que la littérature devait faire. Et lui était là, dans son bureau de Croisset, écrivant avec la même lenteur obstinée qu'il avait toujours eue,
fidèle à des convictions qui ne bougèrent pas. Le corps commençait à lâcher. Les résipelles revenaient par crise, les rhumatismes s'installaient, la santé générale d'un homme qui n'avait jamais été robuste et qui avait vécu dans les excès du travail nocturne et de la sédentarité se dégradait avec la régularité d'une horloge. Il souffrait en silence, notait ses symptômes dans ses lettres, avec la même froideur clinique héritée de l'enfance à l'Hôtel-Dieu, et continuait. La solitude s'épaississait. George Sand était morte en 1876. Tourgueniev était à Paris mais souffrant, de plus en plus absent. Les Goncourt, dont Jules était mort dès 1870, s'éloignaient. Les dîners Magny n'existèrent plus. Le monde littéraire dans lequel Flaubert avait trouvé une communauté, aussi imparfaite et tumultueuse qu'elle fût, s'était disloqué. Les jeunes écrivains qui le fréquentaient maintenant le respectaient avec le respect que l'on a pour quelqu'un d'important, ce qui est une forme d'admiration et une forme de distance. Il y avait Maupassant. Guy de Maupassant était le fils d'un ami de jeunesse, le filleul spirituel que Flaubert n'avait pas eu. Il l'avait pris sous son aile à partir du milieu des années 1870, avec la même exigence absolue qu'il s'appliquait à lui-même, sans indulgence pour la jeunesse ni pour le talent précoce. Il lui avait dit d'observer, vraiment observer, pas regarder vaguement, d'attendre, de trouver le mot juste, de tuer l'adjectif superflu, d'observer encore et d'attendre encore et de ne pas publier avant d'être prêt. Quand Maupassant publia Boule de Suif en 1880, dans le recueil collectif Les Soirées de Médane, Flaubert comprit que la leçon avait été reçue. La fierté qu'il exprima dans ses lettres était l'une des choses les plus tendres qu'il ait jamais écrites. La fierté du maître qui reconnaît dans le travail de son élève quelque chose qu'il ne lui avait pas appris, mais qu'il lui avait peut-être permis de trouver. Les lettres de ces dernières années montrent les oscillations d'un homme qui passe sans transition de l'énergie défiante à quelque chose de plus sombre. Des pages d'opinion violentes sur la direction du roman, sur la médiocrité de la critique, sur ce que le prochain chapitre de Bouvard allait exiger, et puis, dans les lettres qui suivent, une franchise sur la solitude et la fatigue qu'il ne se permettait pas dans ses années de maturité. Il était las, il continuait quand même. Edmond de Goncourt, qu'il avait fréquenté régulièrement pendant 2 décennies, le nota dans son journal de ces années comme quelqu'un qui remplissait encore une pièce. Le rire énorme, les opinions distribuées comme des verdicts, la présence physique qui s'imposait, et l'autre chose, les descentes soudaines dans le silence, l'obscurité qui le traversait comme une météo. Un homme devenu sans le vouloir le dernier monument d'une chose qui était déjà en train de passer. La veille au soir, il avait travaillé. C'est la seule certitude. Les manuscrits de Bouvard et Pécuchet étaient sur la table. Ils y étaient depuis 3 ans, avançant avec la lenteur obstinée de tout ce qu'il avait jamais écrit. Il avait très probablement lu avant d'écrire, comme il le faisait toujours. La lampe avait brûlé tard. La Seine coulait sous la fenêtre avec son indifférence habituelle. Rien ne signalait que c'était la dernière nuit. Le matin du 8 mai 1880, c'est son domestique qui le trouva. Flaubert était sur le sol de son cabinet de travail. Une hémorragie cérébrale, soudaine, complète. Il avait 58 ans. Pas de scène de déaspède, pas de dernière parole, pas de cercle de proches recueillis autour du lit. Un homme seul dans son bureau, et puis plus, c'est tout, c'est suffisant. Et c'est, d'une certaine façon, parfaitement flaubertien. La mort sans mise en scène, sans la grandeur narrative qu'on prête aux fins d'exception, sans le dernier mot qu'on attribue aux grands hommes dans les biographies romantiques. Il était là, il travaillait, il s'est effondré, le monde a continué. Sur la table, le manuscrit ouvert de Bouvard et Pécuchet, les notes, les fiches, les volumes annotés alignés sur les étagères. Une œuvre inachevée qui serait publiée l'année suivante dans l'état où il l'avait laissée, incomplète, interrompue, portant les traces d'un travail qui n'avait pas eu le temps de trouver sa fin. La nouvelle arriva à Paris dans la journée. Maupassant la prit et en fut dévasté d'une façon qui surprit ceux qui savaient combien Flaubert avait été exigeant, parfois dur, peu prodigue de compliments. La dureté du maître n'avait pas diminué l'affection du disciple, peut-être l'avait-elle rendu plus solide. Tourgueniev, depuis la Russie où sa santé déclinait, écrivit qu'il avait perdu un ami très cher, l'homme qu'il considérait comme le plus sérieux des écrivains français. Zola prononça un éloge funèbre qui reconnut avec honnêteté la distance que Flaubert avait toujours maintenue vis-à-vis du naturalisme, tout en insistant sur sa place centrale dans la littérature du siècle. Les funérailles furent modestes, à la mesure de la vie qu'il avait choisie. La maison de Croisset resta quelque temps.
Sa nièce Caroline finit par vendre la propriété, la maison fut démolie, le bureau où il avait travaillé pendant 30 ans disparut, la fenêtre sur la Seine depuis laquelle il regardait le fleuve en cherchant ses phrases, perdue, la pièce où Madame Bovary avait été composée, phrase par phrase, nuit après nuit, rasée. Ce qui restait, c'étaient tous les livres, et les lettres, des milliers, conservées, qui allaient en former l'un des documents les plus extraordinaires sur l'expérience de l'écriture que la littérature ait jamais produit. Dans l'immédiat, après la mort de Flaubert, on le classa. C'est ce qu'on fait avec les écrivains quand ils ne sont plus là pour compliquer la classification. On les réduit à une formule commode, à une place dans un tableau d'ensemble, à quelques adjectifs qui permettent de les mentionner sans avoir à les lire entièrement. Flaubert devint réaliste français, 19e siècle, auteur de Madame Bovary. C'était exact, c'était presque entièrement insuffisant. Ce qui était plus difficile à voir depuis 1880, ce qui allait mettre des décennies à devenir visible, c'était que les découvertes techniques enchâssées dans ces romans n'avaient pas encore fini de se propager, qu'elles n'appartenaient pas au XIXe siècle, qu'elles étaient les instruments du suivant. Henry James lut Flaubert avec une attention soutenue et écrivit longuement sur lui. Des essais critiques qui sont aussi des confessions de dette. Ce que James retient, la suppression de l'auteur, le point de vue comme principe organisateur du récit, la nécessité de montrer plutôt que de dire, le roman conçu comme un objet construit et non comme une effusion, va structurer toute sa propre théorie de la forme romanesque. James n'imite pas Flaubert, il construit sur lui, en sachant ce qu'il fait et en le disant. Marcel Proust est plus ambivalent dans sa relation à Flaubert. Il polémique avec lui par endroits, lui reproche certaines choses, revendique une filiation mais en nuance les termes. Et pourtant, le style indirect libre omniprésent dans « À la recherche du temps perdu », la dissolution de la voix narrative dans la conscience du personnage, la conception du temps comme matière romanesque, tout cela doit à Flaubert des problèmes qu'il avait posés sans les résoudre entièrement, et que Proust reprend pour en faire quelque chose d'entièrement différent. James Joyce comprend ce que la narration impersonnelle peut faire et la pousse jusqu'à des limites que Flaubert n'avait pas envisagées. Le monologue intérieur de Molly Bloom à la fin d'Ulysse est impensable sans le style indirect libre de Madame Bovary, non pas comme imitation, mais comme radicalisation d'un principe, poussé à un point où la frontière entre la voix narrative et la conscience du personnage disparaît entièrement. Franz Kafka, dans une autre langue et un autre registre, avec une vision du monde radicalement différente, écrit des récits où la voix narrative enregistre des événements impossibles avec la même froideur clinique que Flaubert appliquait à des événements ordinaires. La parenté n'est pas thématique, elle est dans la posture narrative, cette façon de rendre le réel sans l'expliquer, de montrer sans commenter, de tenir le lecteur dans l'inconfort d'une conscience qui ne lui dit pas quoi en penser. Aucun d'eux n'était simplement en train d'imiter Flaubert. Ils construisaient sur une fondation qu'il avait posée, certains en sachant très bien ce qu'ils faisaient, d'autres en découvrant la dette seulement après que la structure était debout. C'est la vie normale d'une révolution littéraire. Elle se propage, elle mute, elle devient méconnaissable, et elle reste identifiable à ceux qui savent tout regarder. La reconnaissance définitive vint au cours du XXe siècle. Flaubert fut progressivement compris, non pas comme un réaliste du XIXe siècle, mais comme l'inventeur des conditions dans lesquelles le roman moderne est possible. Le style indirect libre, l'effacement de l'auteur, la conception du rythme de la prose comme affaire morale autant qu'esthétique, ce ne sont pas des techniques d'une époque, ce sont les instruments du siècle suivant, et peut-être du suivant encore. La maison de Croisset n'existe plus. Sa nièce Caroline, pour qui Flaubert avait sacrifié presque tout ce qu'il possédait dans les dernières années de sa vie, vendit la propriété après sa mort. La maison fut démolie, le bureau disparut. La fenêtre sur la Seine depuis laquelle il regardait le fleuve en cherchant ses phrases pendant 30 ans, perdue. Il ne reste qu'un petit pavillon de jardin, transformé en musée, qui contient quelques objets, des portraits, des lettres encadrées, des manuscrits en vitrine. L'essentiel est parti. Il n'aimait pas les monuments, il n'aimait pas les commémorations, les discours, les plaques sur les façades. Il croyait au travail, non à la célébration du travail. Il aurait regardé ce petit pavillon avec le même mélange d'ironie et de gêne qu'il réservait à tout ce qui ressemblait à de la piété littéraire. Mais voilà ce qui reste. Et ce que le pavillon ne peut pas contenir, les lettres, des milliers de lettres, écrites sur 40 ans, à Louise Collet, à George Sand, à Tourgueniev,
à Louis Bouilhet, à sa nièce, à sa mère, à tous ceux qu'il a connus au long d'une vie entière de correspondance. Ces lettres forment, en cumulé, l'un des documents les plus extraordinaires qu'un écrivain ait jamais laissé sur l'expérience réelle de la création, non pas la création telle qu'elle se raconte après coup, dans les mémoires et les interviews, lissée et mise en forme, mais telle qu'elle se vit en temps réel, dans la difficulté physique et psychologique du quotidien. Un homme qui a passé une semaine sur une seule page a écrit ce que cette semaine lui faisait, ce que c'était que de savoir exactement ce qu'on cherchait et de ne pas réussir à le trouver, ce que c'était que de trouver enfin à 3 heures du matin la phrase qui résolvait le problème du paragraphe, et de savoir que le paragraphe suivant poserait un problème différent, aussi résistant que le précédent. Cette information, précise, incarnée, sans l'ornement de la rétrospection, s'est révélée utile pour tous ceux qui ont écrit après lui. Ce que la vie de Flaubert dit sur la vocation littéraire n'est pas une leçon qu'il aurait approuvé qu'on en tire. Il était méfiant à l'égard des leçons, des morales, des conclusions confortables. Mais il y a quelque chose dans ce que sa vie montre qui ne se laisse pas ignorer. Certains hommes sont constitués de telle façon que la question ne se pose pas vraiment. Flaubert n'a pas choisi l'écriture contre la vie. Il n'a pas fait le grand sacrifice romantique de l'artiste qui renonce au bonheur pour l'art. Il a simplement été ce qu'il était. Un homme pour qui écrire était la façon la plus naturelle d'exister, et pour qui tout le reste, la maison, les amis, les amours, les deuils, la ruine, était ce qui se passait autour du bureau, et le bureau était le centre. Croisset, un matin de mai, la Seine qui coule, la maison qui n'est plus là. Et quelque part, dans les bibliothèques du monde entier, à Paris, à New York, à Tokyo, à São Paulo, dans des langues que Flaubert n'aurait pas pu lire. Emma Bovary qui prend de l'arsenic, Frédéric Moreau qui laisse passer sa vie, Félicité qui aime son perroquet jusqu'à la fin, Bouvard et Pécuchet qui recommencent à copier. Les personnages de Flaubert continuent là de vivre dans la conscience de leur lecteur avec une précision et une permanence que rien n'érode. Ils sont là comme des faits, aussi réels que les faits du monde, aussi irréductibles. La maison est démolie, les romans restent.